Bonsoir à tous. Compte tenu de l'heure, nous allons débuter. Ce soir au programme, vous le voyez derrière moi, l'Europe et la Chine. C'est un sujet qui nous tenait à cœur à l'UPEG. Et nous accueillons ce soir le professeur Domnack. Alors, est-ce utile de le présenter? Sans doute pas, mais quand même en deux mots. Monsieur Domnack est donc professeur à l'Institut de sciences politiques de Paris, directeur de recherche. Il a publié de très nombreux ouvrages sur la Chine, qui est l'objet de ses études depuis de nombreuses années. Vous y avez séjourné d'ailleurs, peut-être en parlerez-vous. Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Domnack. Merci à vous de vous être déplacé. Merci à vous de nous aider et de nous éclairer sur ce vaste pays qui génère quelquefois des commentaires probablement un peu déplacés, liés probablement à une méconnaissance. Et merci de nous aider à changer le regard sur la Chine et de comprendre un peu, peut-être un peu mieux, les enjeux et les perspectives de l'Europe. On va procéder comme traditionnellement nous procédons à l'UPEG. Nous vous laissons la parole pendant à peu près une heure pour nous laisser ensuite le temps de débattre ensemble. Pour ce faire, nous avons convié Jean-Marc Puissou, qui est un fidèle de l'UPEG, qui est professeur de géopolitique à l'ESC de Grenoble, directeur d'un centre d'études d'ailleurs, et qui a bien voulu, pour l'UPEG, tenir le rôle de discutant averti ou éclairé. Je ne sais pas quel est le terme qui convient. Monsieur, nous vous écoutons. Merci madame. Je dois dire que j'ai au moins trois fidélités à l'égard de Grenoble. D'abord, mon oncle Claude Domnack a dirigé l'IEP de Grenoble pendant de longues années. Mon père a fait beaucoup de résistance dans la région, au Vercors, très tôt dans les années 40. La deuxième raison, c'est que j'ai collaboré à la direction de Sciences Po. Je suis même le co-inventeur de l'année obligatoire à l'étranger des étudiants, ce qui est ma plus grande fierté, qui va bien avant les livres que j'ai pu écrire. Pour moi, ça c'est vraiment quelque chose. Ça s'est fait dans un café, on prenait un café avec des coins. Donc je lui ai proposé, il m'a dit c'est une bonne idée. Je lui ai proposé 6 mois à l'étranger, il m'a dit non, 1 an. Je lui ai dit alors on peut le faire, il m'a dit c'est fait. Et ensuite, bon, ça a été quand même compliqué. Parce que notamment, je dis en passant quand même pour rire, il y a une femme de ministre qui est venue protester, j'adore les anecdotes. Il y a une femme de ministre qui est venue protester, qui a dit « Ah, vous allez voir, il va nous ramener une Mexicaine ». C'était son fils, elle était furieuse évidemment. Et 2 ans après, elle est venue s'excuser en disant « Il a ramené une Mexicaine, ils se sont mariés, ils ont de magnifiques enfants ». Donc voilà, c'est l'histoire, si je puis dire, de l'année obligatoire à l'étranger. Et j'ai une troisième raison de fidélité, c'est le respect que je porte au professeur Kermon qui est là, et j'en suis très fier. Alors, Chine et Europe, écoutez, quand même une précision, 2 précisions. La première, c'est que je ne suis pas un extraordinaire économiste, donc il ne faudra pas aller me chercher trop loin. Et la seconde, c'est, je voudrais dire à nos amis chinois qui sont là, que je vais par moments être un tout petit peu dur, non seulement avec les autorités européennes, mais également avec le gouvernement chinois. Et je l'ai pris de m'excuser, ce n'est pas de mauvaise volonté, mais je cherche à être honnête. Et ma foi, comme tous les gouvernements voient d'abord leur intérêt, le gouvernement chinois voit d'abord son intérêt et il y parvient, disons, assez efficacement, mais parfois avec des moyens qui sont critiquables. Donc voilà. Alors, à part ça, je voudrais insister sur l'importance de cette relation, parce que pour l'Europe comme pour la Chine, la relation mutuelle est un signe terrible pour les uns, pour les Européens, et très positif pour les seconds, pour les Chinois, de la vitalité de leur économie et de leur structure de gouvernement.
l'histoire a été pendant très longtemps favorable à l'Europe. Elle est depuis une quinzaine d'années très très favorable à la Chine. Et c'est cette histoire que je vais vous découvrir, disons, en étant contraint d'insister fort peu, parce que je n'ai pas le temps, sur le passé, mais pourtant le passé est important. Et ensuite, je vous parlerai de cette décennie tout à fait capitale, de ces 2 décennies tout à fait capitales, entre le général de Gaulle, 1964, qui reconnaît le gouvernement chinois, et d'autre part, la fin des années 70, le début des années 80, où la Chine s'ouvre. Et à ce moment-là, l'Europe a été importante, d'abord grâce au général de Gaulle, ensuite elle a appuyé intelligemment les manœuvres américaines. En revanche, la troisième période est la période récente du triomphe de la Chine. Il n'y a pas d'autre mot. Triomphe de la Chine qui est tout à fait mérité, dans un sens. Nous y reviendrons parce qu'elle est moins chère, elle est meilleure et ses diplomates négocient mieux que nous. Mais en même temps, qui utilise aussi des moyens que les Européens auraient dû lui interdire d'utiliser. Voilà. Et c'est la faute. En diplomatie, tout se paye. Hein. Quand on est faible, on finit par le payer cher d'abord et puis très cher ensuite. C'est ce qui se passe maintenant. Alors je vais un peu balayer devant vous, avant de conclure, je vais balayer devant vous ces 3 grandes périodes, une vingtaine de siècles d'abord, même plus, une vingtaine d'années ensuite, et enfin une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Alors tout d'abord, il ne faut pas oublier de parler du passé, parce qu'il est important pour expliquer les failles, les difficultés du présent. Le passé des rapports entre l'Europe et la Chine, c'est un passé d'abord qui n'abrite rien du tout pendant très très longtemps. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que les voyageurs arrivent à proximité de la Chine. Et d'ailleurs, Marco Polo, on n'est pas sûr vraiment qu'il était en Chine, parce que Marco Polo a véritablement inventé la littérature de gare, c'est-à-dire la littérature qui se vend pour faire de l'argent. Et il raconte beaucoup d'histoires qui ne sont pas du tout fiables, qui ne sont pas du tout exactes. Mais avant ces périodes-là, les échanges entre l'Europe et la Chine sont très très faibles parce qu'ils sont filtrés par toute une série de barrières qui se situent sur la fameuse route de la soie et jusqu'ensuite avec l'Empire ottoman. Et il me semble que le premier Chinois repéré comme tel soit arrivé à la cour de Louis XIV quelque part à la fin du XVIIe siècle. Auparavant, il y en a eu probablement par hasard, disons, mais disons, il y avait une grande ignorance. Et la véritable, à partir du siècle suivant, c'est-à-dire du XVIIIe siècle, commence une série assez malsaine où au mépris, commence une période assez malsaine où les empereurs méprisent tout ce qui est au-delà, disons, de ce qui entoure la Chine. Et il y a ce fameux livre où Perfit raconte l'échec de la mission que les Britanniques avaient envoyée, déjà intelligent mais beaucoup trop tôt, pour faire proposer à l'empereur de Chine, au début du XIXe siècle, pour proposer une alliance de revers contre Napoléon. Vous pensez si l'empereur de Chine n'y voyait pas guère d'intérêt et à 2 reprises la mission a été expédiée. Il n'y a pas d'autre moyen de dire que de dire coup de pied au derrière, pas autrement par les sbires de l'empereur de Chine. C'est au XVIIIe siècle qu'a commencé en France avec les encyclopédistes une approche de la Chine sympathique mais malsaine. C'est-à-dire, les encyclopédistes font un effort pour comprendre les civilisations qui sont en dehors de l'Europe, mais ils n'ont pas les moyens véritablement de juger, et d'autre part, ils s'adonnent à une sorte d'applaudissement dont la naïveté paraît équivalente à la naïveté que montreront les maoïstes français, les maophiles de la période des années 60 et 70 et 80. Et
cette adoration que manifestent Diderot et ses amis pour le confucianisme, alors que le confucianisme est une très belle philosophie, mais une pratique qui est assez policière, qui se veut policée, mais qui est policière du contrôle social. Enfin, il fallait marquer plus de... enfin voilà, pour terminer sur ce point-là, il faut dire que l'histoire a fait beaucoup de progrès depuis. Mais surtout que c'était le premier moment où la naïveté de l'Occident, fondée sur l'ignorance, donnait lieu à des excès d'amabilité. Au XIXe siècle, le pendule change, parce que l'Europe a frappé la Chine. Elle frappe la Chine au moment des guerres de l'opium. Les guerres de l'opium, c'est tout simplement qu'on veut forcer la Chine, qui auparavant s'y refusait, à commercer. Et l'empire chinois s'effondre sous les coups de boutoir d'armées occidentales, beaucoup plus et mieux équipées. Les Chinois disent qu'ils ont inventé la poudre à canon, ils ont inventé la poudre à feu d'artifice. Les Occidentaux sont arrivés avec des vrais canons, de la vraie poudre à canon, des vrais obus, etc., etc. Ils ont tout cassé. Et commence, à cause d'un Occident qui est l'Europe, alors commence une période qui est une période épouvantable, où l'Europe va pénétrer progressivement tout ce qui, même pas toute la Chine, parce que c'était trop grand et puis ça n'intéressait, ce qui intéressait les Européens, c'était seulement ce qui pouvait rapporter de l'argent, mais les ports, le commerce, va contrôler le commerce avec l'étranger. Figurez-vous que le directeur des douanes chinois, à la fin du XIXe siècle, est un Britannique. Et quand et puis des prêtres catholiques circulent partout, menaçant de l'enfer tous les enfants qui ne se rendent pas à leur catéchisme. Là-dessus, il y a des récits extraordinaires aux missions étrangères de Paris, près de Sèvres, Babylone, on peut lire des choses incroyables. C'est un scandale, enfin, il n'y a pas d'autre mot à dire. L'Europe, l'Occident, à travers l'Europe, on veut dire, se défigure dans ces moments-là, et bientôt sont installées des usines d'allumettes, sont contrôlées tout ce qui est les villes où il y a de l'argent à faire en Chine. Bref, c'est l'Occident européen va conduire l'empire chinois à une ruine à la fois politique, militaire, mais aussi bientôt morale. Et la crise qui va éclater dans la première partie du XXe siècle en Chine est une crise qui a été provoquée par l'effondrement de l'empire, d'un coup, par l'effondrement de la société chinoise, devant les coups de boutoir vigoureux et en même temps admirablement sauvages, admirablement parce qu'on a rarement vu autant de sauvagerie et de capacité de nier une civilisation. Et donc on peut dire que c'est contre l'Europe que le nationalisme, contre l'Occident, mais l'Occident c'est l'Europe, car à cette époque-là, les États-Unis, eux, sont beaucoup plus modérés. Et alors commence en fait une différence entre les deux Occidents aux yeux des Chinois. L'Occident européen, c'est l'Occident barbare. C'est l'Occident des Britanniques qui a voulu forcer la Chine à commercer de la drogue, de l'opium. Or, les Chinois depuis toujours adorent l'opium, et l'Empire depuis toujours cherche à les empêcher de fumer de l'opium. Les Britanniques sont arrivés, et la Chine s'est droguée à l'opium, et s'est effondrée. Et donc, quand en 1949, à l'inverse, les Américains, eux, sont beaucoup plus pour respecter la Chine, c'est un grand pays, on ne connaît pas bien, etc., etc. Et donc, il y a deux Occidents, en quelque sorte. Et en 1949, ces deux Occidents existent aux yeux des Chinois, mais on peut dire que l'avantage qui était donné aux Américains va disparaître d'un coup à cause de la guerre de Corée, alors qu'il y a eu un moment dans les années 45-49 où Mao avait... c'était qu'il en avait marre un peu des Russes. Mao a toujours été extraordinairement lucide sur la politique étrangère. C'est lui qui avait compris que les Russes gagneraient la guerre contre les nazis. Mais quand la guerre a commencé à aller vers la fin, il a dit, vous verrez, plus tard, ça sera les Américains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un Assimil, et de 1942 à son dernier jour, 1976, il a cherché à apprendre l'anglais. Et il n'y est jamais arrivé. Il était mauvais.
Il n'y comprenait rien. Il prononçait mal, mais il s'accrochait. Et il avait compris ça. Et alors, il y a eu des tentatives, etc. Puis Mao a pensé que c'était trop tôt. Et il s'est dit aussi que très intéressant, il s'est dit que les Américains étaient trop avancés, que ça serait trop dur de les imiter. Et il a dit, écoutez, les Russes vont nous apprendre l'industrie simple, quoi, l'industrie un peu barbare, les prolégomènes de l'industrie. Et puis quand on saura faire tout ça, et quand on saura faire les armes qui ont permis aux Russes de battre les Allemands, à ce moment-là, on verra si on ne peut pas travailler avec les Américains. C'est ce qui s'est passé finalement. Et Chouenla était bien d'accord, etc., etc. 49, alors commence, à cause de la guerre de Corée, la guerre froide, le privilège donc de l'Union soviétique aux yeux des Chinois, alors commence toute une période jusqu'en 1960 et quelques, 64, la France, on va y revenir dans un instant, alors commence une période où la Chine vit toute seule, et tout le monde ignore tout de l'Occident en Chine, et en Occident, tout le monde ignore tout de la Chine, au point que, à la fin des années 50, 58-1962, la famine qui éclate à cause des stupidités de Mao Tse-tung, de ce grand mouvement, là, de grand bond en avant, je le dis en chinois pour nos amis chinois, d'Argentine, hein, pour le grand bond en avant, il y a eu 37 millions de morts. Maintenant, on connaît à peu près le nom. C'est un tarif de guerre mondiale, et en Occident, pratiquement personne ne s'en rend compte. C'est quelque chose d'effroyable, disons. Et c'est à partir de quelque chose de bizarre qui se passe en 1964 que la porte s'entrouvre sur l'Occident avec l'épisode gaulliste. Alors, il faut dire la vérité, parce que vous allez devoir assister à des fêtes, des festivités de tous les ordres. Est-ce qu'il y a un consul chinois à Grenoble? Il n'y a pas de consulat. Tant mieux pour vous, parce que vous éviterez beaucoup de mensonges. En gros, on parlera des relations franco-chinoises. Je vais dire grand bien de l'ouverture des relations franco-chinoises, mais pas du tout pour les raisons que nos amis chinois, nos amis entre guillemets chinois, vont développer quand ils célébreront ça doit faire ce 60e anniversaire des relations franco-chinoises. Eux vont dire, c'était un grand moment, parce que c'est le moment où l'amitié éternelle entre la France et la Chine a commencé, etc. Et maintenant, regardez ce qui se passe, c'est merveilleux, etc. La vraie raison pour laquelle c'est très très bien, c'est que ce que De Gaulle a fait a donné des idées à Nixon. C'est tout. Pour le reste, les relations franco-chinoises dont on pourra parler au moment de la discussion, si vous le souhaitez, se sont dégradées régulièrement des années 60, où la France est le seul pays occidental à Pékin, donc elle est favorisée, et sa place, disons, dans le commerce chinois n'a pas cessé de décliner, et on va dire qu'il y a aussi de grosses difficultés politiques maintenant. Donc nos amis chinois racontent des histoires. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que De Gaulle avait, dans ce domaine comme dans d'autres, avait plutôt bien commencé. C'est-à-dire, à la différence de ceux qui l'ont suivi, De Gaulle a vraiment négocié avec les Chinois comme un grand pays doit négocier avec un autre grand pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles Mao Tse-tung l'a pas mal respecté. Parce que Mao n'aimait rien plus que ceux qui se tenaient debout. Or, en fait, la reconnaissance de la Chine populaire a été négociée avec une dureté absolument extraordinaire. Nos amis chinois, qui vont nous remercier pour l'accueil qu'on leur a fait, ont dû payer leurs hôtels. Ils n'ont pas retrouvé l'ambassade qu'ils avaient auparavant. Et nous n'avons même pas déreconnu, si je puis dire, Taïwan. C'est Taïwan qui, ensuite, au bout de plusieurs mois, qui a rompu avec la France. Donc, au début, ce sont des relations très, très « je te donne si tu me donnes ». C'est comme ça. C'est-à-dire de la vraie négociation. Donc, on peut dire que moi, je pense que c'était comme ça qu'il fallait continuer. Et alors, De Gaulle a expérimenté le fait que c'était très intéressant. On a envoyé Berlier, là, c'est plutôt les Lyonnais, là, c'est Lyon et pas Grenoble. Mais c'est à côté, Berlier en Chine. Et puis, on a commencé à faire quelques affaires, et à la fin des années 60, on était 3e sur le marché chinois, ce qui est quand même, maintenant on est 12e dans les bonnes années, hein, enfin voilà, c'est plus la même chose. Et donc,
Et alors, quand De Gaulle reçoit Nixon à l'automne 1968, De Gaulle lui dit, vous savez, c'est intéressant quand même, c'est un grand pays, ce pays redeviendra très fort, etc. etc. Et Nixon dit, merci beaucoup, j'y réfléchis, etc. Et donc, dans ce sens-là, après avoir discuté qu'avant les Roumains et les Pakistanais ont joué un rôle, en 1972, Nixon va à Pékin, et comme Nixon est allé à Pékin, alors les relations vont être décidées, des relations vont être dessinées, vont être décidées avec la plupart des grands pays d'Europe, et au janvier 1975, une représentation diplomatique s'installe à Bruxelles. Donc vraiment, on peut dire que De Gaulle a lancé un mouvement important, et qu'à partir de ces années 60 et 70, quelque chose de très important se profile, et ce quelque chose de très important se réalise à la fin des années 70, après la mort de Mao en 76, quand Deng Xiaoping, après avoir vu au Japon ce que c'était que la prospérité industrielle, Deng Xiaoping va aux États-Unis, met le chapeau de cow-boy et décide de se tourner désormais vers l'Occident. Et là, l'Europe va jouer à partir de ce moment-là un rôle de brillant second des États-Unis, dans un calcul qui était brillant, calcul très brillant, mais qui va se retourner contre nous. Ce calcul très brillant, c'est d'expliquer aux dirigeants chinois, de montrer aux dirigeants chinois ce que c'est que la prospérité industrielle, et de leur dire, ben voilà, il ne dépend que de vous, de faire la même chose. On vous y aidera, on va vous donner les plans, on va vous donner de l'argent, on va commercer avec vous, et vous allez voir, ça va être flambant, ça va être formidable. Deng Xiaoping rentre au début 79, rentre aux États-Unis avec des petites lumières dans les yeux, hein, et il convainc tout le monde d'y aller. Et c'est pas facile, parce que Chen Yun n'est pas pour, enfin, ça a branlé dans le manche, hein, au tout début, c'était pas facile. Ça a été la bagarre, hein, pour nos amis chinois, c'était Chen Yun, et lui, il était beaucoup plus prudent, hein, et d'autres aussi. Et Deng Xiaoping s'est vraiment engagé. Et l'Europe a joué, très bien joué le coup derrière les États-Unis, en offrant en quelque sorte une aide qui avait un caractère politique moins prononcé. Donc, le gouvernement chinois avait désormais de bons rapports avec les États-Unis, mais il préférait souvent négocier avec les pays européens, c'était moins compromettant, hein, et puis on pouvait discuter, et puis j'étais moins dur, enfin, etc. Et c'est vers ce moment-là, au début des années 80, que commencent les échanges d'étudiants et que démarre véritablement le commerce entre les pays européens et la Chine. Et dans toutes ces années-là, on peut dire que la relation entre l'Europe et la Chine est une relation sans doute moins forte en couleur que la relation américano-chinoise, mais plus tranquille, disons. Et il y a de bons rapports. Je me rappelle l'arrivée en France en 1984 de M. Zhao Ziyang, qui était Premier ministre chinois. Moi-même, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai fait une mission en Chine au début des années 80 pour rétablir les relations entre le Parti socialiste et le Parti communiste chinois. Et j'ai même aperçu de près Deng Xiaoping, j'ai été invité à déjeuner par tout ce petit monde, etc. Et c'était une période où, bon, on pouvait dire des choses assez fortes, enfin, le rapport était assez franc, disons, et assez amical. Bon, voilà. Alors tout ça a été gâté par les événements de la place Tiananmen en 1989, qui ont suscité à la fois une vraie colère en Occident, et plus en Europe peut-être qu'aux États-Unis. Les dirigeants américains, c'est pas la première fois qu'ils avaient comme ça des alliés qui faisaient, ou des amis qui étaient un peu massacreurs, quoi. Ils ont l'habitude un peu de passer un peu par-dessus tout ça. En revanche, l'Europe a condamné très fortement le massacre qui a eu lieu sur la place Tiananmen,
a décidé d'un certain nombre de sanctions contre les amis chinois. Et alors que les Américains ont assez rapidement repris les relations, et c'est à partir de ce moment-là, on peut dire que dans la relation de l'Occident en général avec la Chine, les Américains ont pris le devant, les pays européens étant contraints par leur fidélité aux principes des droits de l'homme, etc. Et on peut le comprendre tout à fait. Ils étaient contraints à refuser de donner plus, de refuser de l'amitié véritable, et aussi de promettre de ne plus exporter d'armes en direction et de ne plus communiquer quoi que ce soit qui ressemblerait à des informations qui pourraient avoir à la Chine, qui pourraient avoir un intérêt militaire. Et alors c'est ainsi que dans les années 90, le rapport avec l'Europe perd de la dimension, perd de la densité, et alors que les États-Unis, eux, remontent sur le marché chinois, et la France, pour sa part, on y reviendra, décline avec une régularité digne de toutes les colères, et dont je vous expliquerai, si je n'ai le temps, les raisons. De là, ainsi s'explique un choix qui a été fait à la fin des années 90 et au début des années 2000 de la part des Européens pour inverser un choix qui présentait le défaut exactement contraire. On va dire que jusque-là, peut-être, l'Europe s'était montrée inutilement dure, qu'elle aurait dû manifester peut-être plus de compréhension avec les dirigeants chinois. En tout cas, lors de la négociation d'un traité qui est fait entre 2000, l'Europe promet, disons, son appui total et définitif à l'adhésion de la Chine à l'OMC, sans rien négocier. Or, et c'est là que commencent les choses importantes pour ce qui nous concerne, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC sans condition, c'est l'entrée de la Chine comme si elle répondait normalement à toutes les conditions, c'est l'entrée de la Chine qui a déclenché, les dirigeants chinois avaient compris ça, ils ont été remarquablement intelligents, qui a déclenché, qui a été le facteur, disons, déterminant du triomphe des exportations chinoises dans les années 2000. C'est dans les années 2000 que se déploie une offensive commerciale chinoise préparée par les réformes industrielles, par l'achat de machines, etc., pendant toute la décennie des années 90. C'est après la signature du traité de l'OMC en 2001 que se développe une offensive chinoise qui a engendré un triomphe. C'est très bien joué de la part des dirigeants chinois. Je crois que le grand homme, l'histoire reconnaîtra à M. Zhu Zhongti, qui était le Premier ministre dans les années 1990, la responsabilité de ce triomphe économique. Ensuite, c'est lui qui a recalibré l'industrie chinoise, c'est lui qui a orienté les exportations, c'est lui qui a fait en sorte que l'économie chinoise échappe à la crise financière asiatique de 1997. Bref, quand en 2001, le traité de l'OMC ouvre à la Chine sans guère de conditions, là, si ce n'est les mêmes que pour tout le monde, mais c'est le libre-échange qui l'emporte très largement dans ce traité, quand il ouvre les grands marchés occidentaux, va se développer, alors commence une offensive extraordinaire. Cette offensive extraordinaire se différencie du contrôle maintenu par les dirigeants chinois de leur marché. Les dirigeants chinois ont fait des concessions sérieuses dans les domaines qui ne les intéressaient plus. Par exemple, tout le monde craignait au début, lorsque a été signé le traité de l'OMC, quand elle a signé le traité de l'OMC, tout le monde craignait pour l'agriculture chinoise. Or, on sait maintenant que les Chinois avaient renoncé à s'occuper de leur agriculture. Ils ont laissé plonger leur agriculture,
pour une raison que je n'ai pas le temps de détailler, mais en gros, ils prévoyaient de la ruiner pour la refabriquer. C'est maintenant qu'ils sont en train de fabriquer une reconstruction de l'agriculture dont vous allez entendre parler et qui va être quelque chose d'extraordinaire et qui est la tâche des 10-15 prochaines années. Et là, les marchés internationaux vont voir arriver les céréales chinoises, l'élevage chinois, etc., etc. Bien. Et donc, à partir de 2001, et j'entre dans ma troisième partie, si je puis dire, se développe une période de triomphe extraordinaire dans laquelle, et qui s'appuie sur des raisons bien connues, hein, c'est-à-dire une main-d'œuvre pas chère, qui travaille. Alors, ça, il est 20h07, c'est quelque chose de expliquer les raisons pour lesquelles la main-d'œuvre chinoise a accepté de travailler pour si peu cher, est quelque chose qui mériterait du temps. Je vais me contenter de 30 secondes et de dire que, d'abord, il y a eu un vrai marchandage. C'est-à-dire, si l'État disant, le pouvoir disant à la population dès 1979, si vous travaillez, nous vous garantissons que notre effort principal va vers la modernisation et que votre niveau de vie augmentera. Et quelques semaines après avoir dit ça, Deng Xiaoping augmente le salaire ouvrier et augmente le prix d'achat du blé. C'est tout de suite. Hein, donc il y a eu là tout de suite, ça a été enclenché. Et la deuxième raison, eh ben, c'est que la population n'avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de choix. On ne connaissait pas bien ce qui se passait en dehors des frontières. Donc les gens se sont dit, bah, allons-y quand même, quoi. Hein. Et très vite, le niveau de vie a augmenté. Donc ils ont continué, même avec des salaires bas, mais bas, quoique bas, les salaires augmentaient régulièrement. Jusqu'à maintenant atteindre un niveau tel que les capitaux commencent à partir. Mais le bien ou le mal est fait, en tout cas. Donc, un triomphe appuyé sur le prix du travail, sur la sous-évaluation systématique. Alors, tous les spécialistes sont toujours jamais d'accord, mais en gros, entre 20 et 50%, ils se disputent, etc. En tout cas, ça a toujours été grossièrement sous-évalué. Troisièmement, une offensive fondée sur une vague d'achat de technologies, et il faut bien le dire, d'espionnage, qui restera dans l'histoire comme une des plus extraordinaires, mais qui a été en même temps soutenue par un effort d'assimilation technologique. Le tout n'est pas de voler la technologie. Les Russes volaient presque autant, mais ils ne savaient pas s'en servir, ou c'était plus long. Ils étaient un peu moins fins, quoi. Tandis que les techniciens chinois ont travaillé admirablement. Et presque aussi bien que les techniciens japonais dans les années 50 et 60. Je me rappelle avoir, moi, conduit des délégations, j'ai encore vu au début des années 70, des délégations de japonais qui venaient, et il y avait toujours un petit gars derrière avec sa montre, parce qu'ils avaient des montres qui prenaient des photos, et nous on ne savait pas, qui prenaient des photos derrière. Les Japonais, eux aussi, ont admirablement bien utilisé l'espionnage industriel, mais les Chinois, ça a été fait en Chine sur dans un cadre tout à fait considérable. Alors, cet effort-là va produire très régulièrement un succès financier tout à fait considérable. La Chine a d'abord vendu des balles de ping-pong et des pantoufles, ensuite elle a vendu des vélos, puis elle a vendu des morceaux informatique, enfin des débris d'informatique, puis elle a vendu les ordinateurs, et maintenant elle en est aux voitures. Les Airbus qui ont d'abord été vendus, et je me rappelle avoir retrouvé, ça c'est ma grande fierté, parce que tous les Airbus vendus, sauf un, avaient été installés, mis au travail dans les lignes aériennes chinoises, sauf un. J'ai réfléchi et j'ai trouvé l'aéroport sur lequel il était là. Et on était comme dans une fourmilière.
Et il y avait des gens, il y avait des milliers de gens qui étaient dans l'avion, autour de l'avion, etc., qui travaillaient sur l'avion. Maintenant, ils sont aussi bons que nous dans les Airbus. Nous avons vendu des centrales, maintenant ils font nos centrales, et le mieux qu'on puisse obtenir, c'est d'exporter ces centrales avec eux. Mais bientôt, ils n'auront plus besoin du tout de nous. C'est un effort, on peut dire, on peut critiquer, mais en même temps, c'est brillantissime. Et on ne connaît pas, le progrès a toujours circulé par un mélange d'achat et de vol de technologie. Hein. Ça a toujours partout été comme ça. Les Chinois l'ont fait, on va dire, avec plus de culot, mais ils l'ont fait brillamment. Bravo, c'est bien joué. Alors, le résultat, inutile d'entrer dans des détails année par année. Quel est le résultat des courses, si je peux dire? Le résultat des courses, c'est que l'Europe a un déficit commercial d'environ 200 milliards d'euros. Enfin, les comptes sont... Est-ce qu'on compte... les comptes sont variés suivant les sources. Est-ce on compte dedans ou non, etc. Bon, bref. Mais c'est un ordre d'idée. Ce déficit est de l'ordre de 70% du déficit commercial européen. Et maintenant que la Chine n'est plus seulement une puissance commerciale, mais une puissance financière, elle investit dans le monde entier, investit pour ceux, là je vais vite parce que c'est pas l'Europe, hein, mais elle ne néglige pas, alors elle achète de la terre, du sol, elle achète des minerais, elle achète toutes les matières premières, si je puis dire, nécessaires à son développement, mais aussi elle achète des banques, elle achète tout ce qui facilite sa pénétration. Elle ne fait rien, comment dire, cette offensive internationale n'a rien d'exceptionnellement scandaleux ou d'exceptionnellement brillant. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des gens sérieux. Les Chinois ne sont pas brillants dans les premières années dans la compréhension du monde extérieur. Et au début, alors, ils savent prendre contact avec les autres pays, mais ensuite, c'est pas si simple, hein, disons. En Afrique noire, par exemple, ils n'ont toujours pas compris que l'opinion publique est faite par les prostituées. Alors, ils amènent leurs prostituées à eux, vous comprenez? Donc ça fait un scandale. Brazzaville était absolument en grande émulsion. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses pas fines, etc. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Revenons à l'Europe. Il y a des cas très célèbres d'erreurs, disons, d'investissement des Chinois. Ils ne sont pas toujours les plus forts. Il ne faut pas dire, ah oui, mais évidemment, etc. Il y a toute une série d'arguments qui font qu'ils ne sont pas imbattables. Il ne faut pas se raconter des histoires. D'abord, leur système bancaire n'est pas toujours si brillant que ça. Ils se disputent comme des chiffonniers, hein, pour investir. Non, c'est moi j'étais le premier, etc. Et il y a cette histoire dont M. Kermon a peut-être entendu parler, de cette autoroute polonaise, que les Chinois voulaient absolument, dont ils voulaient absolument obtenir la construction, et du coup, comme ils ont beaucoup d'argent, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont acheté à des prix fous. Ils n'avaient pas bien lu le contrat, et il y avait notamment, parce qu'ils n'ont pas l'idée qu'on puisse se mettre ça dans un contrat pour fabriquer des autoroutes, ils ont été mis par terre véritablement par un tout petit alinéa qui était qu'il fallait protéger la faune, la flore, etc. etc. Or, voilà-t-il pas qu'il y avait toute une série de rats musqués et autres cervidés qui étaient dans le coin, et l'autoroute s'est effondrée devant les exigences des écologistes polonais, quoi. Donc ça, c'est un exemple pour dire que on n'est pas devant une sorte de miracle absolu où tout se fait légèrement, brillamment, etc., etc. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors maintenant ils ont acheté le port du Pirée en bonne partie. Ils sont en train d'acheter des vignobles un peu partout. Ils achètent de tout. Ils ne sont pas si bons que ça. C'est nous qui sommes mauvais. Voilà. C'est ça que je cherche à dire. Hein. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En quoi sommes-nous mauvais? Nous sommes mauvais, d'abord chez eux. S'il vous plaît, monsieur. Pardon, Non, poursuivez pas. Certes. On verra ça tout à l'heure, on discutera tout à l'heure. Hein, voilà.
Voilà. Alors, s'il vous plaît, monsieur, laissez terminer monsieur Demelac. Dans leurs exportations, ils sont moins chers. Ils ont un principe qui est de progresser en gamme, de monter en gamme. Ils sont très sérieux. Ils veillent au goût de la clientèle, s'adaptent aux réactions qu'ils connaissent. Tout ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Leurs investissements sont précédés par des missions qui sont... moi, je reçois des coups de fil, là, du cognac, etc. « Ah, j'ai vu les Chinois, est-ce que, à votre avis, etc. etc. » Je dis, ben, voilà, il faut leur avoir, etc. Mais à votre avis, est-ce que je peux leur donner une bouteille? Ah, j'ai dit, là, à partir de là, c'est vous qui faites le métier. Hein. Vous devez avoir des expériences, ne lâchez rien, à quoi que vous ne contrôliez pas, etc., etc., etc. Je trouve que chaque fois que j'entends parler d'une comme ça d'opération, etc., je trouve qu'ils sont... ils font les choses... Ils font ce qu'on leur laisse faire, en gros. Voilà. Et notamment, si nous ne tenons pas compte du fait qu'il est très possible qu'ils fabriquent à leur tour du Bordeaux à partir de leur plantation, voire même parce que c'est le cas aussi, de leur camp de travail où il y a des vignobles, c'est dans ce cas-là, c'est notre faute aussi, je veux dire. Vous voyez, c'est à la profession française de s'informer et de réagir collectivement. On a dans le domaine des vins une position qui est une position très forte. C'est un bon exemple, parce que là, notre position s'est renforcée. C'est un des rares points. Et pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une couche sociale chinoise, une couche moyenne supérieure, de gens qui, ils ont appris à boire. Et avant, ils prenaient n'importe quelle boisson, et ils prenaient les moins chers. Et donc, ils nous achetaient pas, parce qu'ils achetaient, évidemment, jamais les moins chers, jamais. Et puis, en plus, il faut voir dans quel état arrivent bien souvent nos bouteilles. Bon, vraiment, on n'en rate pas une, quoi. Bon, et pendant longtemps, quand j'étais en Chine de 2002 à 2007, les vins qui marchaient, c'était les vins chiliens, les vins espagnols, les vins italiens, et le vin français arrivait dans un tel état, et puis les gens ne comprenaient pas bien. Coup de chance, d'abord à Hong Kong, ensuite en Chine, il y a maintenant une couche moyenne supérieure qui reconnaît le bon vin. Et donc du coup, actuellement, le vin de Bordeaux est en position vraiment de négocier très fort. Alors dans ce cas-là, si on se débrouille mal, c'est de notre faute, faut le dire. Là, on est dans un cas d'école où on tient bien serré le marché, et eux-mêmes veulent acheter des vignobles, etc. Il y a la place pour négocier, il y a la place pour que la profession s'organise, à elle de jouer. Hein. Donc voilà, ils font les choses raisonnablement, ils progressent également raisonnablement, à nous de savoir, d'étudier ce qu'ils font, etc., etc. Simplement, ils ont plus de gens qui parlent français que nous avons de gens qui parlent chinois. Quand ils viennent, ils restent plus souvent que nous quand nous allons chez eux. Il faut que je vous raconte le cas terrorisant, l'histoire terrorisante de l'avion d'Air France du vendredi. Voilà. Alors que les hommes d'affaires allemands, ils viennent en général pour une semaine, en gros, ou bien au minimum 5 jours. Mais en général, au moins une semaine avec une visite sur le terrain. Hein. Le chef français, il dit « on n'a pas le temps, etc. » Et sa secrétaire vous dit d'un ton dédaigneux qu'il viendra par l'avion d'Air France du vendredi et il repartira le lundi. C'est pas tout. C'est qu'ils ne sont pas renseignés, ils ne savent pas que l'avion d'Air France du vendredi est toujours en retard. Et donc au lieu d'arriver à 7 h, il arrive à 11 h. Ça veut dire qu'il ne reste plus que l'après-midi. Il a pensé que les Chinois étaient des sauvages et travaillaient le samedi. Pas de chance, les Chinois commencent à prendre des week-ends. Et ils ont bien raison. Voilà. Et ça fait partie du progrès général. Donc, parfois, ils obtiennent une réunion le samedi. Ensuite, le lundi, ils peuvent prendre le train de l'avion du lundi soir. Mais qu'est-ce qui reste? Évidemment, rien le dimanche. Mais l'homme d'affaires a bien prévu ça. Il faut quand même faire la visite du palais impérial, etc., etc. S'il n'a pas emmené sa secrétaire favorite, d'ailleurs, pour le moment, quoi. C'est incroyable. Bon, et lundi, il reste pour travailler. Il reste travailler le lundi matin et le lundi après-midi, ça dépend de l'avion. Il y a des avions qui ne laissent pas toute l'après-midi. C'est ça, si vous voulez. Vous comprenez?
Donc on est toujours plus menacé, nous, par la fumisterie, par le non-professionnalisme. Il faut que je vous dise, cet échange que j'avais entendu entre deux ingénieurs français, tiens, c'était près de Wuhan. Et je dis, puisqu'il y a des gens de Wuhan ici, et je ne sais plus quelle usine c'était, et j'entends deux ingénieurs français qui parlaient entre eux. Moi, j'avais ma capuche chinoise, bon. Et je les entends parce qu'ils pouvaient parler fort, personne ne pouvait comprendre, sauf moi. Alors, avec un bon accent comme ça, ils demandaient des tuyaux de 14. Je n'avais pas de 14. Je leur ai donné du 15. Et c'est prendre les gens pour des imbéciles. Et c'est comme ça que notre réputation s'est faite. Vous comprenez? C'est effrayant. Je me rappelle, bon, je donne un dernier exemple. Un jour, je ferai faire, je ne veux pas maintenant, ça me fait honte et tout. Il y a eu une usine Peugeot qui a été installée à côté de Wuhan. Bien. L'histoire, ça sera un vrai roman policier. Voilà, c'est tout, on va dire. Voilà. Giscard d'Estaing, il tenait absolument, il disait chez le Clermont-Ferrand, de là-bas, c'est là-bas qu'il faut s'installer. Et ils se sont fait voler. Moi, j'ai dit, vous savez, c'est un peu comme les Corses, excusez-moi parce qu'il y a les Corses ici, et ça fait des douaniers et des bandits. J'ai dit là-bas, dans ce pays. Voilà, bon, bref. Alors, voyons maintenant un petit peu les autres Européens qui ont beaucoup mieux réagi, et c'est d'abord les Italiens, les Anglais et surtout les Allemands. Les Italiens, la mode, ils ont bien tenu le coup dans un certain nombre de secteurs où ils sont très bons. Et là, et les Italiens aussi ont un côté aventureux absolument extraordinaire. Voilà. Une fois, j'étais au fin fond de la Chine, je vois un type qui était un occidental comme ça, dans un car qui cahotait, etc. Je lui dis, qui tu es, toi? Ouais, je suis italien. Alors il me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et il ouvre, comme un obsédé sexuel, il ouvre son truc. Et il y avait des billets comme ça. Il y avait des billets sur le côté, il dit, j'investis. Et je lui dis, t'investis dans quoi? Eh bien, il investissait dans des magasins pour vendre les belles choses de chez lui. Et je lui dis, c'est pas terminé. Je lui dis, mais attends, t'es pas fou de te balader avec tous ces billets? T'inquiète pas, je me suis arrangé avec les triades. Les triades, c'est donc le milieu, quoi, en quelque sorte. Alors, je passe vite. Les Anglais, grâce à Hong Kong, et les Allemands, alors là, c'est extraordinaire. Pas une visite politique sans au moins un avion ou deux d'hommes d'affaires. Pas une visite de Angela Merkel sans qu'elle regarde d'abord la question commerciale. Mais en même temps, la première Angela Merkel, parce que je vais parler très rapidement de la seconde, elle distinguait très clairement le politique du commercial. C'est-à-dire, le commercial, là, elle mettait le paquet là-dessus. Le politique, elle était très très méfiante. Et je me rappelle, j'ai vu résumer en fait son premier entretien avec les dirigeants chinois. Ça devrait être distribué dans toutes les écoles de diplomatie. Parce qu'elle leur dit, écoutez, vous avez un régime que j'aime pas, vous avez des services secrets que je trouve un tout petit peu insistants, et par ailleurs, je vous signale que je parraine tel et tel prisonnier politique. Cela dit, nous voudrions commercer complètement avec vous, en vous demandant quand même de bien vouloir attendre, enfin, faire attention parce que nos services de contre-espionnage sont au travail. Extraordinaire. Néanmoins, le rapport de force est à tel point renforcé en faveur des Chinois que maintenant, elle ne tient plus des propos comme cela. Elle est beaucoup, beaucoup plus prudente. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des raisons très politiques à cette situation, des raisons qui concernent nos dirigeants. C'est la question de l'enseignement du chinois en France, c'est la question de qui on nomme comme ambassadeur là-bas, ou en tant que pourquoi on ne met pas des hommes d'affaires à Shanghai. On commence à comprendre à Hong Kong une différence de style maintenant très nette. Mais enfin, les responsabilités du pouvoir politique sont immenses et de toutes sortes. Et je me rappelle m'être fait jeter dehors
par un président de la République à qui je disais, maintenant les Chinois sont tellement forts qu'il faut vraiment utiliser l'Europe. Or l'Europe, c'est d'abord les Anglais et les Allemands. Eh bien le précédent président de la République, pas celui-là, je lui avais dit, Monsieur le Président, je pense que nous ne devrions rien faire en Chine sans en parler d'abord à Angela Merkel et aux Anglais. Il s'est levé, il m'a reconduit à la porte et il m'a dit, je suis président de la France. Voilà. Or, maintenant, la situation est telle que nous ne faisons plus le poids, nous ne pesons plus. Or, le drame, et je vais terminer là-dessus, c'est que l'Europe vit à la fois idéologiquement, enfin l'administration européenne, et Jean-Luc Herman le sait mieux que moi, vit idéologiquement sur une idéologie qui est une idéologie libérale de libre-échange, disons. Et depuis 15 ans qu'avance un petit peu le triomphe chinois, beaucoup de gens ont mis les hauts fonctionnaires européens face à la réalité qui est qu'il va falloir arrêter l'effort, l'espionnage chinois, qu'il va falloir il y a toute une série de problèmes de qualité et de quantité. Nos amis chinois, puisque nous ne faisons respecter rien du tout, ils auraient bien tort de respecter les normes de qualité ou les normes de quantité. Il y a eu ce cas tout à fait remarquable des vêtements de poupée qui s'est prolongé dans un deuxième cas tout aussi remarquable, c'est que comme on avait mal négocié, on avait négocié sur les poupées et les jouets, on n'avait pas négocié sur les vêtements de poupée. Donc, quand les Chinois respectent ce qu'ils signent, hein, donc ils ont respecté ce qu'ils avaient signé sur les poupées et etc., mais pas les vêtements de poupée, qui eux ont continué à tuer. Hein. C'est comme ça. Et c'est ainsi que l'Europe fonctionne. Il y a, nos amis chinois travaillent bien, ils sont astucieux, ils ont raison, et ils sont partout dans les couloirs. Ma fille qui est diplomate, c'est renseignée, bref, vous comprenez, c'est des amis, nous avons des relations d'amitié, moi je suis bien d'accord, mais je crois que l'immeuble de l'Europe, c'est celui des fonctionnaires européens, et pas de gens là qui fument une cigarette en attendant pour voir s'ils ne vont pas entendre quelque chose, etc., etc. Tout ça, ils travaillent bien, ils ont raison de le faire, puisqu'on ne les embête pas, vous voyez, vous comprenez. Dernière chose, où j'étais effaré, on m'a invité l'an dernier, ou il y a 2 ans, à une... Alors maintenant, ça y est, il y a quand même des grandes péroraisons, maintenant, revoir la politique chinoise, etc., etc. Ils ont tout le temps quand même, hein, bon. Et on fait une réunion sur d'assessment, en gros, des relations franco-chinoises. Et je regarde les invités, et il y avait des sujets assez précis, qui méritent, qui étaient les bons sujets. Et je vois que l'ambassadeur de Chine était invité. Alors j'écris immédiatement, je dis, moi, je crois que quand on fait une réunion interne pour décider de la politique européenne, on l'a fait entre Européens. Dire oui, mais c'est quand même des amis, etc. Mais je dis, mais bien entendu que c'est des amis. Mais jamais en Chine on m'a invité à une réunion interne au ministère des Affaires étrangères chinois, où par ailleurs je connaissais des dizaines et des dizaines de gens, etc., etc. Bonne intention. Je termine. C'est un carrousel de bonnes intentions, de fumisterie, de bureaucratie et d'incompétence. Voilà. Nous avons nous récoltons ce que nous avons semé, c'est-à-dire nous avons semé à force d'incompétence, etc., 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 une immense supériorité chinoise. Tant mieux pour la Chine, elle l'a bien mérité, et tant pis pour nous, nous l'avions bien mérité également. Merci. Merci à vous pour toutes ces données, ce recadrage historique d'abord, et puis pour votre franchise également, qui j'imagine va susciter des réactions. D'abord peut-être quelques remarques, Jean-Marc Huissou, et puis ensuite on donne la parole évidemment, on vous laisse la parole. Merci. Alors pour commencer par là où vous avez conclu, c'est-à-dire ce légalisme, hein, dans les accords que manifeste la Chine, on le voit également dans les questions diplomatiques, je dirais, qui fâchent en termes de sécurité collective, notamment sur les dossiers syriens, par exemple, et la position de la Chine
qui heurte la position européenne. On est en fait dans une opposition surtout de principe diplomatique, hein, le légalisme d'un côté, un légalisme qui est aussi une garantie pour toutes les parties prenantes. Du moins, c'est ainsi que l'argumente Pékin, mais aussi Moscou, et puis une approche plus principaliste hein, de la part des Européens. On évoque un peu moins, enfin, on est un petit peu moins à l'alinéa après et un petit peu plus à la déclaration de principe, et ça, on le retrouve évidemment à toutes les échelles des négociations commerciales, partenariales ou diplomatiques. Vous me direz, M. Domenach, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. On est, enfin moi quand j'essaie de comprendre un peu comment fonctionne le rapport entre l'Europe, l'Union européenne et la Chine aujourd'hui, d'abord j'essaie de me souvenir qu'on est dans des zones géographiques qui sont des antipodes géographiques bien sûr, mais aussi des antipodes culturels. La Chine est l'archétype de l'Orient pour l'Europe et nous sommes également aussi une incarnation de l'altérité pour les Chinois en grande partie. Et je le constate personnellement à chaque fois que je suis en relation pédagogique avec des étudiants chinois. C'est très très difficile, il y a une curiosité, il y a une envie d'aller l'un vers l'autre, mais il y a une altérité intrinsèque et quelque chose qui est infranchissable. On est dans des discussions entre un pays dont la culture pense le long terme, y compris d'ailleurs en termes de souvenirs historiques, et vous l'avez évoqué en première partie, tous ces épisodes du 19e siècle qui ne nous concernent plus tellement, nous Européens, mais qui sont très vivaces dans la conception que les Chinois ont de leur relation à l'Occident. Donc on est dans du long terme contre du court terme, et évidemment les préoccupations principalement économiques de l'Union européenne ne font rien pour introduire des réflexions de long terme dans nos stratégies. Quand je regarde un petit peu comment on parle de la Chine en Europe, évidemment principalement en France, mais pas uniquement, je suis aussi un petit peu surpris, et je vous remercie d'avoir apporté des éclairages qui vont contre ça, par le fait que la Chine est un peu réifiée. La Chine fait, la Chine pense, la Chine est. On a tendance un petit peu à oublier que c'est un pays qui a connu des revirements de stratégie politique, qui a eu des dirigeants avec des personnalités et des visions extrêmement différentes, qui a un parti communiste qui représente des points de vue parfois très opposés et très antagonistes au sein de ces instances dirigeantes. C'est un pays où comprendre les dirigeants individuellement et les courants politiques au sein du Parti communiste chinois est absolument nécessaire si on veut essayer de comprendre et de voir des évolutions qu'on a tendance à ignorer parce qu'on a l'impression que c'est gros, c'est lent, c'est de l'inertie et que la Chine est une entité à part entière sans tenir compte de ses personnalités. Enfin, l'Union européenne contre la Chine, c'est un pays, la Chine, qui pense son développement économique comme une projection de sa puissance, qui pense que l'économie c'est de la politique, contre l'Union européenne qui ne veut pas faire de puissance, qui ne veut pas penser son économie comme une construction politique, mais comme quelque chose qui se substitue finalement au rapport politique dont elle a très peur, et on ne peut pas lui reprocher compte tenu de son histoire. C'est un pays pragmatique contre l'Union qui est souvent un peu trop idéaliste, qui rejoint ce que j'ai dit au début. C'est un pays qui pense son expansion, la Chine, contre un pays qui est devenu contre une entité, l'Union européenne, où il faut bien le dire, le conservatisme défensif a tendance à dominer. Question de confiance, hein. Évidemment, l'optimisme est du côté de la Chine et la peur de perdre, la peur de voir son statut international, mais aussi ses règles sociales se dissoudre dans la mondialisation est plutôt européenne. Ces deux entités qui ne jouent pas les mêmes jeux, hein, on ne joue pas la même chose. Mais je voudrais quand même aussi rajouter une chose qui joue en faveur de l'Europe par rapport à la Chine. Vous avez parlé beaucoup des investissements, vous avez beaucoup parlé aujourd'hui de ce qui peut apparaître pour certains une domination de la Chine sur l'Europe, mais si on regarde les structures du commerce extérieur chinois aujourd'hui, vous avez insisté sur le déficit que représentait le déficit chinois pour l'Union européenne. Mais il faut savoir que l'OCDE et l'Europe, les États-Unis, donc, représentent l'intégralité du bénéfice commercial chinois. Et que la Chine d'aujourd'hui, dans son développement, elle a besoin des marchés occidentaux, elle a besoin des marchés européens. Et donc, il y a une interdépendance, dont d'ailleurs, je pense, Pékin est tout à fait consciente et qu'il faut aussi souligner. On n'est pas nécessairement complètement démunis et on n'est pas nécessairement uniquement à vendre à l'encan à la puissance financière chinoise. Je voudrais aussi rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, mais c'est peut-être un signe aussi d'un rapport particulier aujourd'hui de la Chine vis-à-vis de l'Europe, les investissements récents, notamment dans les filières agroalimentaires et notamment la filière laitière,
qui font suite à toute une série de scandales d'empoisonnement dans les filières agroalimentaires chinoises. Et cette idée que la qualité européenne pour les Chinois est une garantie aussi de sécurité pour les consommateurs. Je crois qu'il faut aussi le souligner. On a les cartes en main. Vous avez dit que les Italiens jouaient très bien leurs cartes, les Allemands aussi. On a des cartes en main, y compris en France, et effectivement, il nous faudrait juste un petit peu plus de professionnalisme, un petit peu plus aussi de non-compromission pour des résultats, disons, au nom du nombre de zéros sur le chèque final, et penser un petit peu plus à long terme. Et je pense qu'on pourrait avoir des relations équilibrées et saines avec la Chine, et surtout retrouver l'impression d'être respecté par ce grand pays. Voilà les points que je voulais aborder. Vous voulez pas aller l'expliquer à un certain nombre de gens, là? Oui, je passe mon temps à l'expliquer à pas mal de gens. Après, je ne sais pas, les graines que j'ai semées germeront un jour. On est bien d'accord. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, non. Voilà, c'était quelques idées que le discours de M. Domenech m'ont fait ressurgir de mon travail par ailleurs sur la Chine comme objet géopolitique. Je ne sais pas si vous avez quelque chose... Non, très franchement, je suis assez d'accord ou complètement d'accord selon les cas. Hein. Non. Et je pense que si des gens comme vous devraient être plus nombreux, je pourrais vous expliquer comment on va à l'Élysée, peut-être, vous demander de frapper à la porte et d'expliquer. Non, encore que l'honnêteté m'oblige à dire que Hollande est plutôt meilleur, au moins dans ce domaine-là, que le prédécesseur. Oui, il est beaucoup plus précis et l'esprit franc. Non, je suis d'accord. Voilà. Les questions de la salle, peut-être. Vous n'avez pas évoqué les problèmes militaires. Bon, le commerce international, il faut quand même le garantir. Le garantir, ça ne se fait pas uniquement avec des satellites. Ça demande quand même un réseau maritime, aérien et satellite assez important. Bon, au-delà des piratages ici et là pénibles, il y a quand même l'armée américaine qui assure 80% de la sécurité actuellement militairement de ses agents. Bon, là aussi, est-ce que vous croyez que les Chinois sont appelés à avoir une stratégie militaire, pas pour faire la guerre, hein, certainement qu'ils feront peut-être un jour la guerre, je ne sais pas, mais au moins pour assurer des canaux qui permettent les distributions des réseaux? Ils ont fait des progrès extraordinaires, là aussi, extraordinaires. Ils avaient d'ailleurs des faiblesses assez significatives. Il est curieux de remarquer que leur grand problème était celui des communications. Des communications à la fois au sens technique et puis au sens fondamental, parce que c'est un pays où il y a des dialectes. Et même la façon de prononcer la langue chinoise, tout en droit, c'est pas pareil. La langue commune des Chinois à Wuhan, à Canton, à Shanghai et à Shenyang. Donc il y a vraiment des problèmes de communication, et puis il y avait des problèmes technologiques. Et ça y est, ils semblent les avoir dominés. Ils ont fait des progrès extraordinaires dans la, comment on appelle ça, enfin ils ont des satellites qui tournent, ils ont dans l'air, dans les armes, disons, de tout en haut, là, etc., des fusées, etc. Et alors surtout, le plus significatif de ces progrès, c'est le progrès de la marine. Or, la Chine est un pays qui a des problèmes depuis que Zheng He, le fameux navigateur, était allé jusqu'en Afrique. C'était au Qui était musulman, d'ailleurs. Pardon? Un général musulman. Tout à fait, c'est un général musulman, et qui avait tourné le long des côtes africaines, qui était revenu dire à l'empereur qu'on pouvait faire, c'était très intéressant, qu'on pouvait faire du commerce et tout. Zheng He a eu de sérieux ennuis, et l'empereur a brûlé les jonques qui étaient d'ailleurs presque aussi grandes que des paquebots d'aujourd'hui, les jonques avec lesquelles il était allé jusqu'à la Guinée, semble-t-il, peut-être même un peu plus loin. Donc, mais après, les marines chinoises ont toujours eu de gros ennuis, et il y a même eu le cas d'un cargo chinois qui avait été construit après 1949 et dont la Chine était très fière et qui s'est
qui a coulé dans plein port de Shanghai en 1958. Enfin, et on raconte que le premier sous-marin chinois, proprement chinois, n'est jamais remonté à la surface. Enfin, il y a toute une série d'éléments comme ça. Et la marine chinoise a souvent été maltraitée par les patrons politiques, etc. Mais maintenant, c'est oublié tout ça. C'est extraordinaire. Et il y a maintenant une marine de haute mer, disons. Et ils sont en train de se mettre au porte-avions. Ils ont acheté un porte-avions à l'Ukraine qu'ils transforment bien en porte-avions parce qu'ils sont malins et ils ne font pas tout en dehors de l'ordre. Et donc pour former les usagers futurs de leurs futurs porte-avions, et il y en a 2 qui sont bientôt prêts, eh bien ils utilisent le porte-avions ukrainien actuellement. Non, c'est tout à fait remarquable. Alors, évidemment, le rapport, les spécialistes militaires établissent entre les armées américaines et chinoises un rapport de 8 à 2, hein, ça c'est clair. Mais la Chine rattrape du terrain avec vraiment beaucoup d'intelligence. Le vrai problème, d'ailleurs, n'est pas tant la poussée de la militaire chinoise que que la stratégie politique qui enveloppe cette poussée-là, c'est-à-dire, il faut bien le dire, une stratégie très risquée sur les environs de la Chine, qui a mis la Chine en délicatesse avec le Japon, avec le Vietnam. En fait, la Chine s'entend plus ou moins mal avec tous les pays de son environnement, sauf peut-être jusqu'à un certain point la Corée du Sud. Mais par exemple, je ne serais pas étonné si éclatait un de ces jours de très graves incidents entre la Chine et la Corée du Nord. J'ai bien dit la Corée du Nord, parce que les relations sont au pire actuellement. Oui. La Corée du Nord ne peut pas vivre sans la Chine, mais maintenant, elle peut quand même, malgré tout, elle peut mourir sans la Chine, elle peut décider la guerre. Hein. Et c'est vraiment... et puis, on a assisté, alors récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a assisté récemment à un épisode tout à fait incroyable, c'est que la flotte américaine a été invitée à mouiller dans le port de Cam Ranh au Vietnam. Ce qui rappelle quand même, ce qui contredit quand même une longue période de l'histoire. Que les manœuvres japonaises à Pearl Harbor. Voilà, c'est qui ça. ont eu lieu l'année dernière pour la 2e fois. Voilà, c'est ça. Et là, je dirais que c'est curieux, c'est le seul domaine de la politique chinoise actuelle que je trouve pas raisonnable. Et ce qui confirme quelque chose de bien connu, c'est que ce contre quoi les politiques dans le monde entier, en France y compris, ont le plus de mal à se défendre, c'est de la vanité. Et la vanité conduit à des erreurs. Comment ont-ils pu se fâcher avec les Vietnamiens? Comment ont-ils pu se fâcher à ce point avec les Japonais? Les Japonais, enfin bref, voilà. Je ne veux pas entrer dans le détail. En tout cas, des progrès militaires extraordinaires. Oui, monsieur, on prend d'abord une question. Là, il y a une question dame là-bas et vous une après. question là-bas. Et après. Une question et après vous. Une question et après vous. Eh bien, au revoir. Allez-y, madame. En fait, je voulais savoir si la Chine pouvait s'attendre à éventuellement une crise sociale, étant donné qu'elle ne laisse pas forcément à son peuple les moyens d'accès à l'information. Je pense à Internet, YouTube. Oui. On a fait... on n'est pas toujours mauvais, nous autres Français et nos autres universités françaises. Vous êtes de quelle université, mademoiselle? Là, je suis à GE. GEA? GEA. C'est quoi? C'est les miens. Ah, c'est les vôtres, d'accord. Mais c'est quoi les vôtres? C'est Grenoble École de Management. Ah, d'accord, très bien. Voilà, d'accord. Tsingtao Université aussi. Vous êtes jumelé avec... Enfin, vous travaillez avec Tsingtao. Vous êtes allé à Tsingtao? Voilà, je suis passé 2 mois là-bas. Pourquoi Zhongwen là? Non, pas. D'accord. Alors, je vais vous dire, c'est une population qui est chaude, mais c'est une population aussi ils sont à la fois chauds et réalistes. Et aussi longtemps que les salaires augmentent, et je crois que la barre est des alentours de 7% par an,
en gros 7 à 10, enfin 7% pour le PNB et un peu plus pour les salaires, je crois que le gouvernement ne risque pas grand-chose. En revanche, il y a de plus en plus des incidents localisés, notamment dans un domaine nouveau qui est l'environnement. Et ça, sur l'environnement, il y a des colères. Et vous avez justement cité la mobilisation par Internet. Mais sur la mobilisation par Internet, pour une fois, on a fait le boulot. Pour une fois, on a été professionnels. Donc je le cite parce que c'est rare. Et on a commandé une thèse qui est sortie récemment sur l'Internet chinois. Séverine Arsène, la Chine et Internet, ou je ne sais pas quoi. Et elle conclut, c'est un bouquin qui est très professionnel, très bien, qui est très savant et en même temps très précis. Et elle conclut en gros que le contrôle est à ce point fin que, mais seulement que, au bout de 3-4 heures, les policiers arrivent. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une mobilisation très rapide. Vous voyez, si c'est fait très très rapidement, si c'est bien préparé, alors là, on peut déjà menacer. Et à ce moment-là, le pouvoir a une deuxième attitude, il passe un compromis. Et au moins, quand il passe compromis, il a repéré les agitateurs de l'autre côté. Donc en gros, on ne peut pas dire qu'ils sont assez forts, puisque vous savez qu'ils dépensent plus d'argent pour la sécurité intérieure que pour la sécurité extérieure. Il faut imaginer. Et moi, j'avais des étudiants à Pékin, à Tsigroi, qui travaillaient pour la sécurité le samedi et le dimanche, hein, histoire, parce qu'ils payent très bien. Hein. Donc, oui, mademoiselle. Et donc, je dirais que pour des troubles forts et rapides, oui. Ensuite, la police réagit et ça devient très dur et il est très difficile de gagner la bataille. Mais de gagner la victoire complètement. Mais si on agit très vite, on peut obtenir un certain nombre de satisfactions. Et ça a été le cas pour l'installation de certaines industries polluantes, etc. etc. Et c'est le domaine aussi où ça a le plus de chances de se développer parce que l'environnement, c'est pas politique. Et l'environnement, si vous me permettez de le dire, tout s'en souffre, bien sûr. Surtout les gens qui sont près des usines, etc. Mais après tout, quand vous voyez Pékin, où ma femme a failli attraper une crise cardiaque, c'était limite, hein, je l'ai amenée à l'hôpital, on était en mai dernier, c'est absolument dantesque. Eh bien, là, les riches, eux aussi, commencent à râler. Ils commencent à protester. Parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de faire que les riches respirent un autre air que les pauvres. Vous comprenez? Ou un petit peu, quoi. Bien sûr, les pauvres, ils sont plus dans les quartiers industriels, mais quand même, au stade où on en est. Donc voilà, je ne crois pas trop à des gros mouvements sociaux. En revanche, je dis juste un mot, beaucoup plus grave, à mon avis, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus rapidement dangereux, les problèmes de province. En 2 mots, maintenant les provinces sont des puissances. Il y a, suivant le calcul que vous voulez faire, au GEA, vous faites de l'économie, faites des calculs, il y a, dans les provinces chinoises, vous en avez entre 4, suivant les calculs, suivant les sources, etc., et 8 qui figureraient, si elles étaient indépendantes, parmi les 15 à 17 pays les plus importants du monde. Voyez? Et les relations entre ces différents monstres sont des relations très difficiles. Et ils se disputent tout. Ils se disputent tout, surtout. Et c'est Shanghai, tout le monde contre Shanghai, Shanghai contre le Fujian, etc., etc., etc. Là, je vois des choses. Alors, monsieur, une question. Je vous écoute? J'entends pas. Attendez. Attendez, monsieur, le micro, s'il vous plaît. Là, non, mon oreille faiblit. Bonjour. Mais là, je vois, c'est concurrent ou partenaire. C'est obligé, c'est partenaire. Ouais. C'est pas possible, c'est concurrent. En fait, là, je me suis trompé en vérité. Si, il y a les concurrents. Les concurrents avec les Chinois, avec les Indos, avec les Américains, avec tous dont Européens. On est un peu européen. Donc vous voulez qu'on soit partenaire avec les Chinois? Non, on ne peut pas. Ils ne veulent pas.
Ah bon, alors donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être partenaire seulement avec les Européens? Non, on est concurrents. Ah. Bon, ben écoutez, on vous a entendu. Très bien. Hein, d'accord. Merci. Merci. Mais c'est pas... C'est pas... Une autre question? Oui. Est-ce que la question démographique chinoise est importante? Est-ce que l'évolution démographique oui. de ce pays peut avoir une incidence dans l'évolution de nos relations et même dans l'évolution du pays? Et est-ce qu'elle est différente oui. Selon les provinces? Alors là, on entre dans les choses positives. Là, on entre dans les facteurs d'optimisme sérieux. Ce qui est formidable, c'est que s'il est vrai qu'ils ont progressé extraordinairement vite, il est tout aussi vrai qu'ils sont en train de devenir extraordinairement vite sages, amoureux des loisirs, amoureux des bonnes choses, critiques à l'égard de tout ce qui mérite d'être critiqué, et que l'on voit donc la société chinoise évoluer dans la direction d'une société de haut niveau. On a là des jeunes Chinois qui sont des gens qui ont des réactions, des lectures, qui sont, je pense à mes étudiants, 3 sur 4, il y en a quand même un petit groupe de Gongqingtuan, qui sont aux jeunesses communistes et qui sont un petit peu comme ça, mais les autres sont des étudiants un peu comme nous, comme nos étudiants. Ils veulent être heureux, ils veulent être dignes, ils veulent que le pouvoir les respecte, ils veulent autant que possible et sans embêter trop leurs parents se marier librement, autant que possible. Notamment les jeunes filles, c'est pas facile parce que leur mère est très embêtante, elle veut les marier, etc. N'est-ce pas, mademoiselle? Mais tout ça évolue comme à toute allure, et c'est très 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 positif. C'est très positif. Et pourquoi vous parlez de démographie? Là, je vous parle de société. Et alors la démographie, c'est que du coup, là, ils veulent maintenant avoir moins d'enfants. Eux-mêmes veulent avoir moins d'enfants pour avoir mieux des enfants, pour mieux s'occuper d'eux. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement chinois a décidé de lâcher un peu du lest et de rendre un peu plus facile l'accès au deuxième enfant. Pour être franc, il y a une deuxième raison, et cette deuxième raison, c'est qu'il y a besoin quand même d'un afflux de jeunes pour, disons, parce que malgré tout, la Chine se vieillit très très rapidement. Maintenant, de plus en plus, vous avez les amis chinois ont des réactions de vieux, quoi. Les grands-parents, c'est terrible, quoi. Maintenant, c'est un pays où il y a de plus en plus de grands-parents. Alors que les jeunes de 20 et 25 ans ont moins envie de vivre avec leurs grands-parents. Et donc, voilà, on assiste à des spectacles. La veille du jour de l'an chinois, on assiste à des spectacles qui font de la peine. Parce que les grands-parents, maintenant, sont bien seuls, quoi. Et les jeunes sont grands, ils vivent plus indépendants, etc., etc. Bref, il faut plus de jeunes, et il faut qu'on s'occupe plus des grands-parents, mais il faut qu'il y ait surtout plus de jeunes, parce qu'autrement, la Chine vieillit. Voilà, c'est ça. Si oui, sur une réaction, je crois. Alors, c'est pas parce que sur des fois plus ou moins nous que... Oui. Oui, bon, monsieur, s'il vous plaît. Oui, sur la démographie, je veux rajouter un fait. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Il n'y a pas que la question du vieillissement, il y a deux autres questions qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. La première, c'est le déséquilibre. Ça ne fait pas peur, ça. Il y a la question du déséquilibre des genres, avec des chiffres qui sont extrêmement difficiles à évaluer, mais qui sont certainement de l'ordre de plusieurs dizaines de millions. Salut. Bonsoir. Salut. Qui sont, c'est les joies de la démocratie. Ouais. C'est certainement plusieurs dizaines de millions de femmes qui manquent à la Chine aujourd'hui, et avec un déficit qui est très accentué dans les campagnes, puisque dans les campagnes, qui d'ailleurs, compte tenu quand même du ralentissement démographique, même s'il est moins marqué en milieu rural qu'en milieu urbain, les campagnes vieillissent du fait de l'immigration rurale.
avec des populations qui ont de meilleures perspectives économiques en ville qu'à la campagne, et c'est particulièrement vrai pour les femmes. Et vous avez des régions un peu reculées, rurales de la Chine, où vous avez des villages où vous avez des rapports de 4 femmes pour 100 hommes à marier. Avec évidemment toutes les tensions que ça peut créer. Hein. Dans ces cas-là, surtout, vos filles, vous les mariez pas à des gens du village, vous les mariez à l'extérieur, parce que sinon vous allez créer des jalousies. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, le deuxième gros problème, c'est la désertification des campagnes. Alors vous avez dit, oui, il y a une mutation en cours. C'est extraordinaire. Il y a une volonté peut-être de briser le tissu économique de l'agriculture chinoise. C'est quand même un jeu dangereux, d'une part. Il faudra quand même à un moment donné des main-d'œuvre parce que le tissu agricole chinois est ce qu'il est, et en particulier dans le sud, où c'est quand même difficile de mécaniser, c'est difficile de rationaliser sans main-d'œuvre. Et il y avait un dernier point que je voulais aborder et que j'ai complètement oublié. Je vais prendre la balle, d'autres balles au monde, si vous m'y autorisez. Oui. Parce que ce qui se prépare dans l'agriculture chinoise, que naturellement, tout ça, les journaux n'ont pas publié vraiment, ils ont fait des allusions. Donc c'est quand même un pays qui a un État qui a quand même des progrès à faire au plan, on va dire, de la démocratie, de l'information, etc. Mais ce qu'on peut savoir maintenant est ceci. Il s'agit d'abord de vider environ au moins la moitié, peut-être plus, de la population rurale, en 20 ans. Et de la... 20 ans. En 20 ans. Pour ensuite la distribuer dans un ensemble de villes, 300 environ, qui sont qualifiées de termes de métropole d'équilibre, et certaines organisées en étoiles autour de très très grandes métropoles, Tianjin, Canton, Shanghai, etc. Bien. L'espace ainsi libéré, alors tout cela, il y a le problème à la fois de l'emploi et le problème de comment vivre. Hein, bon. Mais le premier, ça n'est que le premier défi. Le deuxième, c'est diviser l'espace rural en 3. Un espace agricole réconciliant les deux amours des dirigeants communistes pour le Sovkhoz et la grande ferme américaine. Des énormes fermes mécanisées. Alors là, on revient un peu à l'idéologie et je ne sais pas ce que ça donnera. Et, disons, de la culture agricole absolument industrielle. Deuxièmement, des espaces abandonnés où il n'y a rien pour faire respirer la nature, carrément, comme ça. Et notamment, on revient vers vers l'habitude traditionnelle, disons, d'abandonner les pentes aux bêtes sauvages, etc., etc. Et troisièmement, un troisième espace qui est un espace touristique, carrément. Grands centres de loisirs, grands stades, grands endroits sportifs, etc., etc. C'est je ne dis rien d'autre que c'est un plan absolument extraordinaire. Mais revenons maintenant au cas chinois, parce que mes informations sont que chaque province négocie, mais alors, chaque province négocie avec une vigueur, et je ne sais pas ce qui va sortir de tout ça, mais on voit là quand même ce régime est ce qu'il est, et bon voilà, mais il a gardé une capacité de se réinventer qui est quand même remarquable. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. D'abord au fond, et puis à vous, monsieur Dougon. Ah oui, pardon, vous avez pas. Oui, bonsoir monsieur. Moi j'avais une question sur la démographie. Sur la démographie. Oui. Donc on a vu que la politique de l'enfant unique allait atteindre ses limites très prochainement, notamment avec une population qui risque de décroître fortement. Certains spécialistes disent que la Chine sera vieille avant d'être totalement développée. Ouais. Certains spécialistes voient un très gros problème à venir pour la Chine. Ouais. Je voulais avoir votre avis sur la question. Ah ben justement, ils sont en train, là aussi, ils réagissent. Hein. Ils
Ils réagissent. Ils vont relâcher un peu de l'espace pour... mon collègue ici présent en a parlé également. Ils vont relâcher un peu d'espace pour un croix minimum, disons. Incontestablement. Ils sont très conscients. Ils ont tout un système, disons, de monitoring de la situation sociale, et ils ont compris qu'il ne fallait pas s'installer dans un système de décroissance. La vérité, c'est que c'est quand même bien difficile de contrôler totalement une évolution sociale. On peut plus facilement interdire que relancer. Or maintenant, les couples chinois ont envie de vivre. 14 millions de Chinois sont venus faire du tourisme en France l'an dernier. Ils veulent maintenant jouir, ils veulent connaître le monde. Peut-être bien que ce sont les Chinois eux-mêmes qui ne décideront plus de faire autant d'enfants qu'avant. Je ne sais pas, chers collègues, si vous avez un commentaire. D'autant plus que l'urbanisation s'accompagne d'une augmentation extrêmement forte du coût de la vie et que forcément la place pour avoir des familles nombreuses dans beaucoup de métropoles chinoises manque pour la majorité de la population. Donc, ce qui limite mécaniquement aussi évidemment la natalité. Il y a, comme dans tous les pays qui ont connu un décollage économique depuis les 40 ans, une augmentation de la durée de scolarisation des femmes, donc, qui entraîne également une baisse mécanique de la natalité, quand bien même il n'y aurait pas le contrôle de la naissance. Et il y a l'aspiration à un mode de vie qui est complètement différent aujourd'hui. Mais là, ce qu'on n'a peut-être pas souligné, et M. Domenech me le confirmera aussi, c'est que ces évolutions démographiques, cette réduction du noyau familial dans la société chinoise, se produit dans une société où les liens familiaux étendus ont toujours été extrêmement structurants en termes de solidarité, en termes d'identification de l'individu et ainsi de suite. Et ça, c'est aussi une évolution sociale dont les conséquences sont très difficiles à imaginer. C'est très difficile d'imaginer comment la Chine va vivre sur le long terme cette mutation de sa structure même de relations de solidarité qui repose à la fois dans les affaires, dans l'assistance aux malades, aux personnes âgées et ainsi de suite, aux enfants, sur les liens familiaux étendus. Ça, c'est une grosse interrogation. Et je voudrais ajouter à ce que dit mon collègue et que je partage totalement, c'est que ce qui s'annonce aussi à l'horizon, c'est l'énorme révolution qu'introduira la mutation de la condition féminine. Ça, c'est quelque chose d'absolument imprévisible. La Chine a réussi, comme le Japon d'ailleurs, à combiner un croît économique et une modernisation sociale qui, jusqu'à présent, ne touche pas grand-chose au statut quand même relativement second de la femme dans les grandes administrations, dans la vie sociale et même dans la famille. Il y a des changements néanmoins qu'on voit se profiler chez les jeunes filles qui sont là, qu'on voit se profiler également à la campagne, puisque la Chine est le seul pays au monde où les femmes se suicident plus que les hommes, et elles se suicident plus que les hommes à cause des campagnes où elles s'achèvent au DDT, et on voit bien qu'il y a une sorte de poussée, disons, des femmes chinoises. Je vous recommande un livre admirable qui leur a été ma fierté d'avoir commandé aux éditions Perrin, de Isabelle Athané, A-2-T-A-N-E, intitulé Chine, Une Chine sans femmes. Ça, seule une femme peut écrire un livre comme ça. Moi, un mâle se serait fait assassiner avant parce que c'est un... Vous voyez, monsieur, je ne vous conseille pas, vous. Hein, voilà. Et moi, je crois que on voit, il y a toute une série de choses. On voit maintenant des femmes d'affaires qui refusent, qui évidemment renoncent à se marier et qui sont d'une efficacité extraordinaire. On voit des écrivaines, on voit... Alors, il y a des métiers qui commencent à se féminiser. Il y a, je termine sur l'exemple des femmes juges. Et comme bien souvent d'ailleurs, c'est les métiers qui se féminisent, il faut le dire aussi, se professionnalisent un petit peu. Les femmes, en Chine comme ailleurs, les femmes bossent plus correctement. Elles sont moins à la recherche des facilités, de faire de production sociale que les hommes, voilà. Et alors il y a cette histoire extraordinaire qui fournit une anecdote, c'est que
de plus en plus de femmes assassinent leurs maris maintenant, parce que les maris trompent leurs femmes, et donc il y a de plus en plus d'assassinats, et elles se sont enfin décidées, elles ont bien raison à mon avis. Et ça, c'est un signe de Et alors, mais attendez, c'est pas terminé, c'est que comme le métier de juge est féminisé, eh bien, voilà-t-il pas que les juges maintenant donnent des circonstances atténuantes, souvent, à ces femmes qui sont maltraitées, etc., etc. Mais voilà-t-il pas que les journalistes, dont le métier n'est pas encore complètement suffisamment féminisé, poussent des cris, disons, en disant c'est un scandale quand même, etc., etc. Donc on sent comme ça, il y a des craquements d'un peu partout, et moi j'attends avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation des femmes en Chine. J'aurais juste ajouter une chose. Il y a quelques mois de ça, il y a le responsable de la commission culturelle du Parti communiste chinois, dont j'ai perdu le nom, qui demandait à ce qu'on prenne des mesures dans une réunion plénière du parti. Alors c'est un monsieur un petit peu âgé, conservateur, je crois qu'il a 86 ans, quelque chose comme ça, qui disait on a un gros problème, de plus en plus de Chinoises qui vont faire des études à l'étranger, et quand elles reviennent, elles sont incontrôlables. Elles sont complètement en divorce avec les valeurs de la femme traditionnelle chinoise. On va à la catastrophe, il faut faire quelque chose, il faut les empêcher de partir faire des études à l'étranger. Voilà. Il les trouvait plus assez soumises par rapport à ces normes traditionnelles. Absolument. Une autre question, monsieur. Oui, bonsoir. Merci, monsieur Domenech, pour votre développement et vos différents exemples. J'ai deux remarques qui me viennent à l'esprit. Je suis acheteur de formation, je travaille avec des fournisseurs chinois, et j'ai également vécu 2 ans à Singapour. Ouais. Pas mal. La première remarque, donc quand vous disiez que les Chinois s'adaptent beaucoup à leurs clients étrangers, j'aurais tendance à dire peut-être parfois même un peu trop. Aujourd'hui, quand on travaille avec des entreprises chinoises, on a l'impression qu'ils savent tout faire. Ils vous répondront toujours oui. Mais derrière, si vous ne contrôlez pas, par contre, vous risquez d'avoir de vraies surprises. Aujourd'hui, là, en ce moment, c'est un nouveau produit qu'on développe, un nouveau produit avec les Chinois. Si on ne se rend pas sur place pour vérifier qu'ils ont bien compris ce qu'on leur demande, parfois, ça peut amener quelques petits soucis. Et même si, en termes de qualité, c'est vrai que ça s'améliore, notamment, on achète pas mal d'électronique qui vient d'Asie ou de Chine, on ne peut pas s'empêcher de faire des contrôles qualité à l'entrée parce qu'il y a souvent quand même un certain nombre de pièces qui vont potentiellement pas fonctionner. Un commentaire quand même vite là-dessus, c'est pas simple, c'est que vous vous comportez comme trop peu d'Européens se comportent, c'est tout. Évidemment. Si la plupart des gens ne vérifient pas, vous vérifiez, c'est tout. Voilà. Vous êtes pro, quoi. Bah oui, mais voilà, c'est la différence. Hein. Et ma deuxième remarque, quand je vois la situation des pays étrangers vis-à-vis de la Chine, aussi bien l'Europe que les États-Unis, il y a bien sûr la pression des États-Unis sur les taux de change avec le yen et le dollar, un peu pareil pour l'Europe, mais également la puissance de la Chine parfois est telle que, même en termes de règlement économique à l'intérieur de la Chine, j'ai l'impression que la concurrence est parfois un peu faussée. Oui. J'ai cru comprendre que ça allait peut-être s'améliorer la semaine dernière, mais en Chine, je ne sais pas si vous l'avez mentionné, une entreprise étrangère, quasiment depuis je ne sais plus combien de temps, mais en tout cas depuis un certain nombre d'années, ne peut pas s'implanter sur le marché chinois sans avoir un partenaire chinois. En tout cas. On avait connu les scandales, notamment avec les grosses sociétés, Danone, Schneider, qui sont fait un peu par un partenaire. En Chine, malheureusement, quand une entreprise étrangère va se retrouver contre son partenaire chinois, elle a quand même peu de chances de gagner. Moi-même, en travaillant à Singapour, je travaillais notamment avec American Express. Je pouvais négocier dans toute l'Asie avec un même interlocuteur qui se trouve à Singapour, mais dès que je travaillais avec la Chine, je ne sais plus avec quelle banque American Express était lié, mais j'avais des conditions tarifaires totalement différentes et ce que me disait American Express n'avait aucune valeur tant qu'elle n'était pas confirmée par son partenaire, la banque chinoise qui était partenaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les entreprises étrangères, européennes ou autres, n'ont pas le choix que de respecter les conditions chinoises qui, à l'inverse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ne sont pas les mêmes, puisqu'une entreprise chinoise qui vient s'implanter, elle achète une usine en France et, entre guillemets, elle a quand même beaucoup plus de liberté d'action. Je suis totalement d'accord avec vous et signe tout ce que vous avez dit. J'ai fait allusion seulement, parce que j'avais qu'une heure, quand j'ai parlé de l'entrée à l'OMC, là-dessus ils n'ont pas joué le jeu, bien sûr, et ils l'auraient joué si on les avait contraints à le jouer, c'est tout. C'est une question de mesure de rétention. Est-ce que non, c'est pas trop tard? Bien sûr. Enfin, il n'est jamais trop tard.
Mais plus le temps passe, et plus on va... voilà. Je vais vous raconter quelque chose sur le président. On a une faiblesse, une histoire de Sarkozy. Voilà. Une histoire digne du canard enchaîné. C'est une histoire... C'est incroyable. Quand Sarkozy est devenu le patron du G20, je crois, ou du G... Voilà. Il s'est dit, je deviens maintenant le roi du pétrole au plan mondial, je vais faire une grande discussion sur les affaires du monde. Tiens, on va la faire en Chine. Et il dit aux Chinois, maintenant vous allez m'inviter, on va faire, vous et nous, une grande discussion sur les affaires du monde. Les Chinois ils disent, oulala, qui sait se freluquer? Nous, les affaires du monde, c'est bien compliqué, c'est des pros, quoi, c'est des vrais pros, pas entiers. Et ils disent à Sarkozy, non. Alors Sarkozy dit, on voit ces gars négocier, etc. Et finalement, on fait en Chine une sorte de petit colloque où il vient l'ambassadeur de France, 2-3 ministres français, et du côté chinois, 1 ou 2 sous-chefs de bureau et quelques journalistes. Mais c'est pas ça, la rigolade, elle n'est pas là seulement. C'est qu'ensuite, contrairement à tous les usages, les Chinois ont présenté la note et que Sarkozy a payé sur le champ. Là, vous comprenez, voilà, parce qu'on ne fait jamais payer un chef d'État quand il vient chez vous. Jamais. C'est une règle comme ça. Voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà. On a ce qu'on mérite, vous comprenez, c'est tout. Mais si je vois que vous avez un esprit qu'il faut, c'est-à-dire vous regardez les choses de face et vous réagissez de face. Voilà. Je n'ai pas produit un rapport de force, malheureusement, soit ça dépend. Ça dépend. Non, parce que pour une fois, ils dépendent aussi aujourd'hui beaucoup de notre prospérité pour entretenir leur dynamisme. Et voilà. Et ça reste une hypothèque sur leur... Ils ont besoin, c'est 20% de leurs exportations, c'est chez nous. Mais ils développent leur demande intérieure justement pour... oui, mais ils ne sont pas encore là. On a un peu de mou là. Mais je suis d'accord. Oui, moi aussi. Mais je suis d'accord avec vous. 3 petites questions, s'il vous plaît. 3 filtres. D'abord, les minorités locales. Deuxièmement... Les minorités. Minorités locales. Est-ce qu'il est prévu une loi concernant la parité pour les femmes dans le pouvoir Institution publique. Présenté. D'accord. Et puis également, que penser des revendications des Chinois concernant certains territoires face au Japon? Est-ce que ça va déboucher à une paix ou à une guerre? Alors, ça c'est la question la plus difficile. Alors, la première, c'était les minorités nationales, vous voulez dire, hein? Ah ben, écoutez, il y a 8-9% de la population chinoise sont des populations minoritaires. De ces minorités nationales, 2 seulement posent problème. Les autres sont noyés dans la vodka, comme les Mongols au nord, ou bien font du tourisme, comme les minorités thaï au sud-ouest. Ceux qui se posent des problèmes sont les Tibétains, mais pas pour longtemps, parce que on n'a jamais résisté quoi que ce soit quand on est pour la non-violence. C'est affreux, mais voilà. Et le Tibet est en train de devenir un grand parc d'attractions, et c'est affreux. En revanche, les Ouïghours, ça, c'est sérieux. Ce sont des Turcs, ce sont des costauds, et c'est en plus, figurez-vous, le pays musulman où la femme est la plus libre. Le patron de la Ligue des Ouïghours à l'étranger est une femme. Et je peux vous dire, je la connais bien, et que quand elle donne des ordres, il faut voir un petit peu les Turcs, là, les Ouïghours, ils appliquent. Hein. Et ce sont des gens qui sont très bien organisés, et quand ils ont été capables de... je crois que 200 manifestants ont tué 100 Chinois, non, un peu plus de 200, mais enfin en 1 heure, avec des bâtons. C'est très compliqué de tuer avec des bâtons. Mais les Ouïghours, ça les énerve pas, ils y vont. Ils sont très très durs, très costauds, très organisés, ils ont de l'argent, car arrivent des Ouïghours qui sont en Allemagne. Donc voilà. Hein. Alors voilà pour les minorités nationales. Il y a des problèmes encore résiduels au Tibet et plus importants avec les Ouïghours. Alors votre deuxième... La loi sur la parité homme-femme. La parité homme-femme, vous plaisantez. Bon, alors déjà quand même, la situation actuelle est un progrès relatif par rapport à la période d'il y a un siècle, hein, quand même. Et notamment, il y a des petits cadres
et il y a des cadres moyens féminins qui sont souvent excellents, et souvent plutôt durs d'ailleurs, très pro, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes au boulot, souvent c'est le travail, pas de et plutôt imperméable à la corruption, etc. Elles travaillent souvent mieux, hein, voilà. Mais en revanche, dans les niveaux importants, il y en a très très peu. Depuis, ils ont fait un effort. Sous Mao Tse-tung, il y a eu 2-3 fois une vague ouvrière qui était là comme ça un peu par hasard au bureau politique. Là, depuis une vingtaine d'années, on a une femme sur 20-25 au bureau politique, et on n'a toujours pas de femme au comité permanent du bureau politique, c'est-à-dire que c'est à peu près 1 sur 20, quoi. Voilà. Mais là aussi, elles sont plutôt meilleures qu'elles ne l'étaient sous Mao Tse-tung. Il y a toujours un progrès là. Mais on n'en est pas là, véritablement. Les revendications territoriales. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Très franchement, ces revendications territoriales, je le dis franchement à nos amis chinois, c'est impossible à résoudre. C'est des territoires où il y a eu les Chinois, il y a eu les Japonais, il y a eu des Coréens. Franchement, on est typiquement devant une situation qui est très difficile à définir. Moi, je crois que, en fait, comme la Chine ne s'intéressait pas à la mer avant, la Chine n'était pas tellement maritime. Donc c'est plutôt les Japonais, y compris parce que c'était des pirates, les Japonais. Ils étaient très bons et ils étaient donc beaucoup sur la mer, mais ils n'utilisaient pas vraiment tous ces îlots. Tout ça, c'est typiquement des territoires qu'il faut gérer en commun, ou dont il faut décider en commun, en partage, quoi. Mais je ne comprends pas, ou je comprends trop bien ce qui se passe. Les Chinois, très franchement, mènent cette affaire-là de façon très intelligente, comme toujours. Chaque fois qu'il y a une difficulté à l'intérieur, ils relancent la polémique sur les territoires occupés par les Japonais. Donc ça, c'est régulier. Et les manifestations sur le Japon, moi j'ai vu précisément, sont totalement manipulées, totalement organisées, etc. Par ailleurs, la question des relations entre le Japon et la Chine est très compliquée. Les Japonais se sont comportés de façon ignoble pendant la guerre, ça c'est clair, c'est vrai. Et le massacre de Nankin, c'est vrai, même s'il n'a pas fait 300 000 morts, mais 100 000 et ça suffit, et c'est déjà affreux. Donc, affreux. Bon, c'est un des plus grands massacres de l'histoire du massacre. C'est vrai. Mais en même temps, Zhou Enlai a été étudiant au Japon. Zhang Wentian a été étudiant au Japon. Il y a eu beaucoup d'étudiants au Japon. Les Japonais ont beaucoup aidé la révolution chinoise. Ce sont eux, je le dis à mes amis chinois qui sont là, le mot Shehui, Zhuyi de Shehui, c'est les Japonais qui ont inventé ça. Ce sont les Japonais qui ont expliqué aux premiers communistes chinois. Ils ont inventé les concepts de la révolution. Gumi, c'est un mot japonais, la révolution. C'est un mot japonais. Kakumei, c'est un mot japonais. Donc il y a eu beaucoup d'exemples. Quand Deng Xiaoping a lancé la nouvelle politique, il est allé 3 jours au Japon et il a visité les usines Toyota. Et il est revenu en disant « J'ai enfin compris ce que c'est que la modernisation ». Et les Japonais ont payé des usines. Il y a eu la grande aciérie de Shanghai, etc., etc. Il y a toute une période où les Japonais ont aidé énormément. Donc, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais avec le Japon. Comme le Japon a eu du bon, il y a eu du mauvais avec la Chine. Je ne comprends pas que les Chinois veuillent que tout soit bien de leur côté. Et que les Japonais veulent aussi que tout soit bien de leur côté. C'est vrai qu'il y a une extrême droite japonaise. C'est vrai qu'il y a au Japon des gens qui sont un peu comme chez nous, on a le Front National. Hein, ben voilà, toutes les démocraties ont leur cinglé, quoi. Et ben les Japonais ont leur cinglé, voilà. Mais je trouve que les dirigeants chinois, c'est pas bien d'organiser ces manifestations. C'est les gosses qui partent des universités. Les professeurs leur disent, écoutez, réfléchissez un petit peu, au lieu d'aller crier tout fort, c'est compliqué les relations sino-japonaises. Les professeurs chinois le savent bien, etc. Vraiment, cette affaire-là est très très embêtante. Et il faut espérer que la raison revienne. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, une réaction, je crois. Oui, parce qu'il y a tout à fait ce que vous dites, cette espèce de crispation d'une partie de l'opinion publique chinoise et japonaise autour de questions identitaires et nationalistes.
qui d'ailleurs n'est pas le fait que des étudiants des universités japonaises. Hein, les visites des premiers ministres japonais au sanctuaire de Yanozuki sont quand même aussi bien sûr. Des provocations. Bien sûr. Pour Pékin, bien ils sûr. sont bien perçus comme tels. A contrario, d'ailleurs, la politique des Japonais sur les îles Senkaku aurait dû normalement être interprétée comme une volonté d'apaisement. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, là, Pékin n'a pas voulu comprendre, n'a pas compris ce que les Japonais essayaient de faire par rapport à ça. Je crois qu'il y a deux autres lectures de ce qui est en train de se passer en mer de Chine, alors pas seulement avec le Japon, mais aussi plus au sud, avec les Philippines, avec le Vietnam, avec Taïwan. Bon, bien sûr, il y a la question de Taïwan elle-même. Et puis la Chine est devenue un pays extraverti, c'est-à-dire un pays qui dépend énormément de ses approvisionnements en matières premières, qui dépend énormément de l'accès à ses marchés d'exportation, comme le Japon. Et donc il y a une concurrence avec les Japonais sur qui a la police des routes maritimes. Et pour les Chinois, il reste, si vous voulez, l'empire chinois, c'est un empire ordonné entre 4 frontières parfaitement maîtrisées. Une frontière sud qui est la crête de l'Himalaya, et c'est pour ça que le Tibet n'est pas négociable. Une frontière ouest, qui est ce qu'on appelle le bassin du Tarim, c'est-à-dire la porte qui permet d'entrer à travers le Xinjiang dans la plaine chinoise en traversant une zone un peu désertique, mais enfin c'est faisable, et qui est le lieu d'invasion turco-mongole historique de la Chine. Donc ça, c'est verrouillé par la possession du Xinjiang, en tout cas tant qu'il le contrôle. Il y a la porte nord, qui est évidemment la Mongolie extérieure et la Mandchourie, et puis il y a la frontière est, qui est la façade maritime, qui est la façade pour les Chinois de tous les dangers, parce que c'est la façade difficile à fermer. Et toute la politique chinoise par rapport à ses îlots, à ses revendications territoriales, d'une part, elle naît parce que la Chine devient une puissance maritime, mais aussi parce qu'elle devient une puissance commerciale, dont la sécurité des routes maritimes devient un enjeu primordial de sécurité à long terme, en concurrence avec les Japonais, qui ont exactement les mêmes routes, et qui évidemment, pour le moment, voient d'un très mauvais œil les Chinois, exercer leur droit de police sur ces routes. Voilà. Et puis, il y a un dernier point, je vais très très vite, je sais qu'il faut terminer. Oui. Il y a aussi un test. Il y a un test de la volonté des Américains à garantir la sécurité collective de leurs alliés dans la région. S'ils ne bougent pas sur les questions de Senkaku et ailleurs, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'ils ne bougent pas pour Taïwan, et donc on peut avancer des pions en direction de Taïwan. D'accord. Oui, monsieur. D'abord. Juste alors, 2 brèves questions. Où en est pour vous, où sont les relations culturelles de l'Europe avec la Chine, sur une tradition ancienne européenne initiée par les jésuites, d'ouverture véritable à la culture chinoise? Est-ce que cette tradition se maintient? Est-ce qu'elle peut se développer, nous faire un peu sortir de l'économisme aujourd'hui dominant? Et deuxième question, est-ce que vous êtes de l'avis de Frachon et Vernet, qui dans leur livre La Chine contre l'Amérique estiment que les Chinois sont avant tout fascinés et orientés vers l'Amérique, et que ce sera le duel du siècle, et que nous, Européens, nous sommes plus ou moins condamnés à être marginalisés, ce que personnellement je ne pense pas en tant que membre du mouvement européen, mais enfin qui est bien affirmé dans le livre. Oui, écoutez, j'aime beaucoup Daniel Frachon et Vernet, ils sont très sympas, mais c'est pas un bon bouquin. C'est normal. C'est vraiment pas un bon bouquin, ils auraient dû... Faut pas quand même, quand on sait rien, faut pas quoi. Hein. Donc c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ils disent à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire allusion aux traditions américaines ou je ne sais pas quoi. La vérité est que les États-Unis sont la très grande puissance. La Chine est obligée de se poser la question des États-Unis. Et je ne doute pas que Xi Jinping a pour idée de s'imposer face aux Américains, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de ces trucs comme ça de journalistes. Très franchement... attendez, qu'est-ce qui était avant? Qu'est-ce que vous avez dit avant que je me mette en colère? Les relations. Ah oui, les relations culturelles. Voilà, parce que j'ai un peu des colères comme ça quand tout d'un coup sortent une sorte de produits de lessive sur le marché. Voilà. Alors qu'il y a tant de gens qui sont au courant et qui sont plus modestes, disons. Alors, maintenant, sur la culture. L'Europe ne touche pas trop la culture. Dans les relations internationales. Ça regarde les pays. Et c'est donc la France et la Chine, l'Allemagne un peu, parce que l'Allemagne, ce qui l'intéresse, son nom est trébuchant, les Italiens un peu, les Anglais un petit peu aussi. Hein. Donc là, il y a des échanges culturels. Ce qu'il faut dire,
c'est que du côté chinois, il y a du nouveau. Pendant très très longtemps, ce sont les pays d'Europe qui ont payé le prix des relations culturelles bilatérales ou multilatérales quand il y en a. Et depuis quelques années, la Chine cherche à se montrer, comment dire, en train de faire du soft power, et il y a des instituts Confucius. Et ces instituts Confucius, figurez-vous, qu'après une première année un peu ridicule, où ils avaient mis les petites copines à la tête enfin les femmes, les épouses des diplomates à la tête des instituts Confucius, ou bien le parfait incapable, etc., etc. Eh bien, c'est pas mal maintenant, ça évolue. Je ne sais pas si vous en avez un à Grenoble. Normalement, ça commence à être correct maintenant. Je m'est arrivé, alors qu'on ne me donne pas de visa, j'ai fait des conférences à l'Institut Confucius, mais il y en a eu d'autres collègues, etc. C'est plutôt pas mal. Ils n'ont pas énormément d'argent, mais ils l'utilisent bien, efficacement. Tout ça ne transforme pas la nature profonde du régime ni de sa politique étrangère, mais dans l'ensemble, c'est mieux que le contraire, hein, quand même. Donc voilà, c'est un petit progrès, et il faut pousser à ce qu'il se développe. Une dernière question en 30 secondes. Oui, ça va être difficile. C'est bien la raison pour laquelle... On a remarqué pendant les vacances qu'il y avait des Chinois qui se faisaient attaquer dans les touristes. Là, et visiblement, ils se faisaient attaquer parce qu'ils avaient des grosses sommes d'argent. Donc, dans les pays de l'Est, il y a eu comme ça beaucoup de nouveaux riches qui étaient les anciens de la nomenclatura. Pour les Chinois, d'où ils viennent ces nouveaux riches? Ça, c'est une première question. La deuxième est très rapide, c'est une remarque d'ailleurs. Moi, je suis un vieux gaulois et quand on discutait de l'Afrique il y a quelques années, il y avait des étudiants africains et c'était difficile de les faire arrêter de parler. Or là, il y a des étudiants chinois, on ne les entend pas du tout. Est-ce que c'est un problème culturel ou est-ce qu'ils sont trop respectueux de leurs professeurs? Ils sont sympathiquement respectueux. Quand vous leur posez des questions, ils donnent leur avis. Et en tout cas, à Sciences Po, ça a beaucoup évolué. Et ils interviennent. Hein. Et donc là, moi, je crois que ça bouge. Mais écoutez, quand même, c'est pas mal d'avoir des étudiants travailleurs et polis et respectueux. C'est mieux que le contraire, quand même. Hein. Vous voyez, bon. Moi, je trouve que c'est bien fondamentalement et que ça évolue bien. Donc je suis pour. Alors, le fric et les nouveaux riches. Le fric, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé en Chine. Tout se règle en argent sonnant et trébuchant. C'est une habitude chinoise et on n'aime pas parce qu'ils sont tellement roublards, les Chinois, que les cartes bancaires, c'est pas sûr. Hein. Il y a un ancien ministre français, je crois que c'est Pierre Jox, qui s'est fait imiter sa carte bancaire. Enfin, les Chinois n'aiment pas trop les cartes bancaires, n'aiment pas trop les chéquiers. Moi, quand j'étais en Chine, j'avais pas de chéquier, en tout cas. On peut, sans doute, il y a des gens qui ont des chéquiers, mais en général, on paye avec... Et puis, tout fonctionne tellement vite, vous comprenez. Les échanges d'argent, là-bas, doivent fonctionner très très vite. Quand on perd du temps pour envoyer le chèque à la banque, l'argent que vous donnez à quelqu'un, il circule tout de suite, quoi, vous comprenez. C'est un truc invraisemblable, si je vous disais, c'est qu'à moitié en rapport à ce que je viens de dire, mais ça m'a estomaqué. Voilà un pays où tenez-vous bien, dans les cafés ou les restaurants, votre note est toujours en permanence prête. Vous comprenez? Vous savez, vous avez tous l'expérience de demander la note et puis elle ne vient pas, l'addition. En Chine, ah bon, vous voulez payer, crac, vous attendez 15 secondes et ça y est, tout de suite ça arrive, vous voyez. Donc, alors, il y a ça. Alors maintenant, les nouveaux riches, écoutez, il y a de l'argent en Chine. Relisez Balzac, Zola, Flaubert. Il y avait de l'argent en France il y a un siècle, il y a un siècle et demi. Et puis il y avait comme ça des nouveaux riches, avec leur style de vie, avec leur... Et comme dans la France de cette époque, dans ce milieu des nouveaux riches, il y avait beaucoup de descendants de ceux qui avaient profité des guerres napoléoniennes, de ceux qui avaient profité de la République ou du Directoire ou de ce qui s'était passé ensuite. Et donc en Chine, vous avez une catégorie de nouveaux riches qui est celle des Taizedang, c'est-à-dire des fils de quelqu'un, hein, des fils de quelqu'un. Et dans quelques années, j'espère que j'arriverai à terminer le livre que je suis en train d'écrire sur ce sujet. Vous en saurez plus.
Une dernière question, rapidement. Il me semble qu'il y avait... Je crois. Bonsoir. C'est pour répondre à monsieur qui les Chinois, les Usiens ne parlent pas. Alors au niveau de culture, on a une culture respect, c'est-à-dire les gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, beaucoup plus d'expérience que nous, je respecte quand on parle. Et derrière, on a bien sûr des désaccords. Mais les désaccords, quand on fait des débats, pour les Chinois, dans notre culture, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que les débats, ça change pas votre avis. Et on va pas faire le convaincre, parce que c'est comme ça dans notre culture. Il y a des ordres, il y a des hiérarchies qu'il faut respecter, c'est la règle de jeu. Et souvent, on respecte la nature, comme au niveau de l'holisme. La respect de la nature, c'est quand le matin on se lève, le soir on se couche, il faut pas poser la question. Et après, je vais rebondir sur le point que vous avez dit tout à l'heure au niveau du débat entre les provinces. Déjà, la Chine, au niveau de surface, c'est 17 fois plus grand que la France. Donc, c'est des choses qui arrivent. Hein. Pourtant, on n'a pas d'agent secret dans la salle. Oui. Allez-y, monsieur. La Chine est grande et les provinces sont grandes et peuplées. Ça marche, ça marche. Allez-y. On vous entend. Que les autres provinces. Donc, normalement, une province en Chine, ça fait directement la France. Alors, imaginons que les provinces qui sont flottées, ça veut dire la France et l'Allemagne. Mais par contre, les débats entre les provinces existent non seulement en Chine, mais aussi en France. Par exemple, je demande à un étranger qui sont en Chine, je lui demande est-ce que vous êtes américain, il m'a dit que je suis européen. Est-ce que vous êtes européen, il m'a dit que je suis français. Est-ce que vous êtes français, je suis marseillais. Est-ce que vous êtes marseillais? Non, je suis dans le quartier nord. Est-ce que vous êtes dans le quartier nord? Non, on est dans le quartier nord, le 3 rue, etc. Et ça veut dire même en France, on a un débat de Provence. Il n'y a pas de raison d'être en désaccord avec vous, bien sûr. Mais voilà, juste pour répondre ça, quand on définit une conclusion, non seulement sur la Chine, on dit qu'il y a des débats, mais regardez aussi qu'en France, notre territoire qu'on vit, aussi on a des problèmes. Et derrière, au niveau de... tout à l'heure, vous avez dit relations entre les hommes et les femmes en couple. Moi, j'ai vécu une expérience avec une chinoise au couple. Moi, je trouve que c'est catastrophe parce que les filles chinoises prennent beaucoup de contrôle. Et quand je suis arrivé en France, j'ai essayé de changer ma vie. Je suis sorti avec une Française. À la fin, j'ai trouvé les problèmes des filles et des femmes, c'est un problème universel. Sachez rien de quoi l'histoire, c'est nous, autant des fautes, c'est nous qui accrochent le téléphone, c'est nous qui on lâche tout seul. Et là, je pense qu'il y a un point universel, c'est pas totalement sur la Chine, mais voilà. Merci, monsieur. Merci à tous. L'heure est donc venue. Nous nous retrouvons en principe pour la prochaine conférence. Elle est annoncée à ceci près que nous attendons donc une confirmation liée à l'agenda du ministre. Et vous l'aurez très bientôt sur le site. Et merci encore, monsieur, d'avoir fait le déplacement et d'avoir débattu avec nous. Merci. Merci à tous.